Et bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct sur Twitter et sur Twitch, également en live sur LinkedIn pour revenir sur l'actualité crypto, recevoir les acteurs de l'écosystème et parler un petit peu de tout ce qui se passe sur la blockchain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joachim Tirage, cofondateur de Gaopa Labs, une solution de traçabilité on-chain. Et ensemble, on va échanger sur moult sujets. Avant cela, je tiens à vous parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France. École blockchain et IA, puisque depuis quelques années maintenant, ils ont opté pour ce pivot, pour ajouter justement au cycle de formation l'intelligence artificielle et qui jusqu'à présent a formé, je crois, un peu plus de 2400 personnes et qui trouve effectivement assez majoritairement des débouchés. Donc 91% en emploi et 87% retour en emploi. Donc il s'est animé par une équipe que vous connaissez sans doute dans l'émission, puisque Daniel vient régulièrement et on a aussi tout un tas de professeurs, de formateurs, j'allais dire. Gaëtan, que vous connaissez, spécialisé dans Ethereum. On a aussi des amis comme Pascal, spécialisé en DeFi, qu'on peut retrouver ici. Et puis, ils ont des intervenants parmi, évidemment, les personnalités les plus incontestables de l'écosystème. Vous voyez ici Claire, Alexandre, Owen, etc. Et puis, j'ai la chance moi-même, effectivement, de participer au processus de formation pour la partie marketing Web3 et personal branding. Donc, pour le coup, si vous faites une formation chez eux, vous m'aurez comme professeur. D'ailleurs, sur LinkedIn, un de mes élèves a écrit, un de mes apprenants a écrit récemment, j'ai passé l'audit impitoyable de GRM. Voilà, donc si vous voulez passer pour votre pitch de sujet d'étude par mon audit impitoyable, c'est par ici que ça se passe. Alors, donc c'est très simple, vous avez plusieurs, disons, cursus de formation, soit du consulting, soit du développement, soit de la blockchain, soit de l'IA. Vous avez aussi des parcours dédiés à la finance décentralisée, à l'étude de projets crypto. Bref, c'est assez complet. Et puis, vous pouvez être aussi bien un particulier qui décide de se former. Vous pouvez également être une entreprise et vous souhaitez former vos équipes grâce aux outils et aux cours et aux formateurs d'Alira. Alors, donc, si vous prenez rendez-vous grâce au lien que vous trouvez donc en description de la vidéo et que vous utilisez le code GRM100, en plus de la qualité de ces formations, vous bénéficiez de 100 € de remise. À noter également que la majorité de ces formations sont certifiées par le ministère du Travail et donc elles donnent droit à des aides, en fait. Donc, ça veut dire genre France Travail, la région, tout ça. Moi-même, quand j'ai fait ma formation chez Alira il y a plus d'1 an maintenant, elle ne m'a rien coûté. C'est France Travail qui a tout payé. Pareil, si vous avez du CPF, tout ça, ça fonctionne. OK. Impitoyable mais juste. Ouais, j'avais été juste. Non, il a un peu abusé. Mais c'est vrai, je lui ai appris à faire des posts LinkedIn et je lui ai dit que c'était important d'avoir une petite accroche pour attirer l'œil. L'accroche, c'était audit impitoyable. Il a fait avec ce qu'il avait. Bien, donc merci évidemment à Alira pour son soutien. Donc, on va passer maintenant à l'interview du jour avec mon ami Joachim. Joachim, est-ce que tu es prêt? Je t'invoque. Bonjour. Bonjour Joachim, comment vas-tu? Très bien. J'ai vraiment pas l'habitude de parler français avec toi sur cette émission. Je comprends, Euh, tu vas avoir l'impression pendant quelques minutes de te tromper. Alors, Exactement. pourquoi? Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ici, Joachim, tu es plus qu'un habitué de l'émission. Tu es chroniqueur dans l'émission régulièrement sur GM Web3 dédié à l'écosystème Multiversix.
En français, à l'époque, effectivement aussi, tu venais de temps en temps en tant que, chroniqueur. Il y en a certains aussi qui te connaissent pour tes prouesses dans, Crypto-théâtre. En tant En que effet. comédien, attitré, tu venais prêter la réplique, sous la plume de Daniel. Et puis on s'est rendu compte il y a quelques semaines que, eh bien, on t'avait jamais reçu en tant qu'invité, alors que tu as, eh bien, un parcours passionnant à partager, une expertise et une expérience qui est aussi intéressante en termes d'entrepreneuriat, mais aussi en termes de secteur. Donc, on va s'intéresser un petit peu à tout ça ensemble. Et on va commencer d'ailleurs, si tu veux bien, par parler un petit peu de ton enfance et de ta formation. Allonge-toi. Euh, non, mais toi, tu viens, je crois, M'allonge ou tu peux rester debout. Non, mais toi, tu viens d'Oslo, je crois. alors je suis né dans le sud de France, mais j'ai vécu à Oslo pendant un moment, oui. Alors, tu peux nous raconter ça et nous raconter aussi comment ça a peut-être fait évoluer ton orientation, j'allais dire, notamment les études. Est-ce que le cadre a changé quelque chose ou pas? Et raconte-nous un petit peu. Donc je suis, d'origine de Perpignan, au sud de la France ou en Catalogne du Nord, dépendant de qui vous demandez. Où donc j'ai, fait mes années, classiques d'école jusqu'à la fin du lycée. J'ai fait un bac S. Je m'étais inscrit en ES, ils ont perdu mon dossier. Je suis arrivé à la rentrée, en première, j'étais, en bac S. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc et ensuite je suis parti après mon bac en, CAP pâtisserie. Donc Ah je ouais? bossais à oui, Ah mais oui, c'est vrai en plus, je me rappelle. heu Il faut et dire donc aux gens qui nous écoutent, on va pas leur mentir, hein, on est amis, on se oui, oui, voit oui, oui. vraiment, tu sais, dans les émissions comme celle-ci, tu as toujours le présentateur qui, tu sais, par correction éditoriale, dit aux gens, alors faut pas, voilà, on va pas vous mentir, nous sommes amis, nous nous connaissons. Et j'ai toujours imaginé le mec en face qui lui dit, bah non, en fait, on n'est pas amis. Mais là, ça va, tu m'as soutenu. Ouais, donc on est copains, on se connaît bien. Voilà, Donc tu donc partages pas les messages que je viens de t'envoyer en privé? toi, bah non, celui que surtout moi, je viens de t'envoyer en privé, non, tu partages. Bon, je vous le dis, Heu, ça va être oui, en YOLO. effet. Hein. Mais allez, ça va être une émission vraiment pour le fun. Mais attention, hein, on va aborder des vrais sujets, les gars. Vas-y, Joachim, excuse-moi. Donc donc j'ai fait ma formation de pâtissier à Toulon. On s'entendait pas très bien avec, mon patron d'apprentissage. Pourquoi? Hem, En fait, je pense qu'il y avait plusieurs choses, hein, et je pense que l'une d'entre elles, c'était que c'était quelqu'un qui était de la vieille école et qu'en fait avait, dû choisir d'être, pâtissier quand il avait, 13-14 ans. Et en fait, c'était pas quelque chose qui le passionnait et il avait pas vraiment l'envie, d'apprendre. Il avait surtout, je pense, de la main-d'œuvre pas chère, quoi. Mais il faut quand même Parce que, dire bon faut que dire, pourquoi je te pose la question? Parce que tu es pour moi, qui te connaît un petit peu et qui connaît beaucoup de gens qui te connaissent, pas pour s'embrouiller avec Joachim, alors peut-être tu as changé entre-temps, hein, mais Joachim, attention, c'est une bonne patte, hein. On en reparlera tout à l'heure, hein, faut pousser à mon avis pour s'embrouiller avec toi, mais OK, donc tu es tombé ouais, sur un mauvais boulanger, un mauvais formateur boulanger. pâtissier. Alors c'est très important, Tu pâtissier. as raison, c'est de la Faut pâtisserie, faut tu as faut raison. pas mélanger, on se bat sur qui est responsable des croissants et des pains au chocolat entre pâtissier et boulanger, mais Là, on sait que tu dis, pain au chocolat. en Heu, effet, Comme ça, tu viens de cliver la France entière. voilà. Et je Je crois crois que tu que peux là, le clipper et tu as du soutien dans les commentaires, hein. très apprécié. OK, donc tu as fait de la pâtisserie, tu t'entends pas bien Voilà. avec ton maître de stage, je crois que non, pas non, comment on appelle ça, Maître app non, ouais, patron, ouais, parce que tu es un apprenti, hein, à la patron de fin, oui. donc tu bosses. Tu fais tes 40 heures, enfin 35 heures. Hem et il y avait une autre partie aussi de la pâtisserie qui me gênait un peu, c'est que j'adore faire de la pâtisserie, j'en fais encore, hein. Mais c'est très peu social évidemment. Tu es dans ce qu'on appelle un labo et tu bosses Oui, et en plus, surtout en France, le niveau qu'il faut, heu, pour avoir une chance de devenir un pâtissier qui va avoir un impact, l'équivalent de Cédric Goré, Amaury Gauchon et cetera, hem,
est infime en réalité. La plupart vont rester à faire des choses assez basiques tout le long de leur vie et c'est pas un reproche, hein. Pour moi, j'ai beaucoup de respect pour, tous ces métiers, mais je me rends compte que c'est pas quelque chose pour moi. J'ai besoin de quelque chose d'un peu plus social. Donc après, je me suis inscrit vite fait à la fac, de retour à Perpignan, sur, sciences pour l'ingénieur, je crois que c'était. Ça a dû durer un mois à peu près. Mais en fait, et là, j'espère que l'université de Perpignan n'est pas en train de m'écouter, mais je passais en fait, d'un cours à l'autre. En fait, je faisais un peu ma découverte, moi-même. Donc en fait, j'allais, dans les différents, auditoires et j'écoutais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Je faisais économie, LEA, droit et cetera, donc pour me découvrir un peu. Et ensuite, je suis parti en Norvège, pour, un job d'été parce qu'en Norvège, on paye, mieux. Mais aussi, parce que j'aime beaucoup ce pays. J'ai du côté de ma mère, mes grands-parents sont norvégiens. Mais tu y allais Hem, régulièrement ou c'était la première oui, fois? non, non, j'allais régulièrement l'été et ma mère, me parlait, norvégien depuis, jeune âge, donc c'est pas parfait, parfait, mais j'avais un niveau, correct. Hem Et donc j'ai bossé dans un supermarché pendant un bout de temps et j'ai décidé que, ils étaient d'accord pour m'embaucher pour, le reste de l'année dans 2 de leurs magasins. Donc je faisais un mi-temps dans 2 de leurs magasins. Hem Et pendant ce temps, je prenais des cours de norvégien le soir pour pouvoir, rentrer dans l'université norvégienne. Parce qu'en tant que, tu avais besoin d'avoir un niveau conséquent et qui s'appelle le test de Bergen, qui d'ailleurs n'existe plus. Mais, Bergen étant la ville, une des plus grandes villes de Norvège, où il pleut tout le temps. Hem, Mais alors, donc en fait, en gros, tu te dis, «Mes études en France, l'université en France, en fait, ça me saoule et je préfère aller, le faire». Enfin, c'est comme ça qu'on le comprend, mais alors c'était pas honnêtement, ça avait pas à voir avec, le système éducatif dans un pays ou l'autre. La réalité, c'est qu'ils sont assez, similaires, je dirais. Les 2 sont très supportés, par l'État, donc je veux dire, je crois d'ailleurs qu'on payait moins j'ai payé moins, mon année scolaire, en Norvège que la fac publique, heu, en France. Je crois que c'est 200 ou 400 par semestre. En France, c'était genre 100, en Norvège. Bref, c'est les impôts qui payent, quoi. Hem Et non, c'était juste qu'en fait, j'avais choisi donc, sciences pour l'ingénieur et c'était pas quelque chose qui me plaisait et surtout, en fait, j'avais loupé le premier semestre. Donc je me prenais des tannée après chaque examen parce que, beh, j'ai essayé de rattraper, 6 mois. Hem et donc non, je me suis juste dit: «Je vais bosser pendant un bout de temps, je vais prendre des cours de norvégien pour avoir un niveau et puis j'irai à la fac en Norvège». Donc j'ai eu mon examen de norvégien et d'anglais parce que tu as besoin d'avoir le TOEFL pour ceux qui connaissent ça. Hem Et donc j'ai eu ces 2 et à ce moment-là, après 1 an, donc j'ai bossé pendant 1 an, pendant une certaine période, j'ai été, chef de magasin, pas proprio évidemment, mais je gérais le magasin, je faisais les commandes et cetera. J'ai beaucoup appris et j'aimais beaucoup cette position parce que, ça me permettait d'avoir des bonnes relations avec les clients, de discuter de leurs besoins et cetera et on était un magasin un peu particulier parce que l'autre chef était, italien, donc on importait pas mal de produits, d'Italie et de France qu'on vendait donc à la cantine norvégienne et il y avait ouais, tout un parce que la bouffe norvégienne, c'est pas ouf, quoi. oui, alors oui, tu me dirais maintenant je vis à Londres, alors bon, je choisis pas des pays pour leur culture culinaire, hein, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bref et voilà et donc après je me suis inscrit, à la fac en économie, à la d'ailleurs c'était pas une université à l'époque, c'est devenu une université en cours de route et parce qu'il y a 2 types d'écoles publiques, en Norvège et donc j'ai fait mon bachelor de 3 ans, en économie. Et j'ai fait partie des membres fondateurs d'une association universitaire qui s'appelle, Rethinking Economics, qui discute justement, et je pense qu'on va en venir, les alternatives économiques, les limites de chaque modèle économique et cetera, qui je trouve être un sujet fascinant et qui d'ailleurs, c'est mon plus gros reproche envers les études économiques, hein, c'est qu'on nous apprend vraiment, la pensée keynésienne, les des trucs très basiques et il y a très peu de discussions sur, justement ces limitations et qu'en fait tout ça, c'est que de la théorie et que la pratique, est très différente. Par exemple, on prend comme logique que le consommateur est quelqu'un de raisonnable
Alors, je sais pas vous, mais moi, j'en suis pas un. Le consommateur est rarement raisonnable. On agit beaucoup par émotion. Et donc, en fait, il y a beaucoup de ces modèles qui se cassent un peu les dents, on va dire, à ce niveau-là. Et j'ai aussi créé la première association étudiante de poker en Norvège. Parce qu'il faut savoir qu'en Norvège, le poker est illégal. Ok. Euh, et en fait, moi, j'étais passionné de poker depuis longtemps. Commencé à jouer à Winamax dès mes 18 ans. La date de création de mon compte Winamax, c'était 1er janvier de mes 18 ans, mon anniversaire. Et c'est pour Euh, ça que tu n'étais pas très assidu ou rien à voir? Parce que tu avais des nuits mouvementées à jouer ou pas du tout? non, non, c'était surtout le week-end. Je me faisais des petites sessions de temps en temps. Mais je ne mettais pas un grand niveau. Mais en fait, le problème qu'il y avait en Norvège, c'est que vu que le poker était illégal, à part le tournoi annuel qui était donc organisé par une association, le reste du temps, en fait, il y avait des clubs privés, illégaux, qui tournaient. Et donc, le problème avec ça, c'est qu'il y avait il y avait fallait payer de l'argent de protection. Enfin, ces clubs devaient payer de l'argent de protection à différentes entités. Il y avait certains, il y avait de la vente de drogue autour de tout ça, etc. Bref, c'était pas. Toi, tu voulais juste jouer au poker et tu avais tout ce système. Donc, je vais être tout à fait Mafieux. honnête. J'y suis allé quelques fois pour jouer. Mais en fait, ça me gênait que la seule solution qu'il y avait, c'était ça. En fait, et pour moi, c'est le souci avec beaucoup de ces choses, beaucoup de ces réglementations, c'est qu'en fait, ça le rend pire parce que t'arrives pas à le contrôler. Tu sais pas s'il y a des acteurs qui sont à risque d'addiction, s'il y en a qui sont endettés et surtout endettés envers qui, etc. Parce que, encore une fois, dans le poker classique, tu joues très peu à la craie, mais évidemment, dans des clubs privés, c'est autre chose. Alors, Euh, ça veut dire quoi? Tu écris ta ouais, la dette craie. au tableau? Ouais, ouais, oui, ouais. Oui, je pense que c'est une assez vieille expression, en effet. Non, je crois que je la connaissais. Alors, j'ai deviné ce que c'était, mais j'essaye de traduire Oui, non, mais absolument, parce tes que oui, expressions pour celles et ceux qui nous écoutent, hein. Tu te doutes bien, parce que sinon, après, dire à la craie, ça veut dire quoi? Non, mais ouais, j'ai capté. Non, mais de toute façon, on sait très bien que l'interdiction totale de quelque chose n'a jamais fonctionné. On l'a vu avec l'alcool aux États-Unis, la prohibition et tout ça. On sait que ça marche pas. Pour autant, effectivement, bon, après voilà, hein, c'est ces un, décisions. c'est un, choix- c'est un choix politique, hein, en vérité. Et c'est encore Et aujourd'hui, c'est interdit le poker, encore aujourd'hui. oui, et donc enfin, tu vois, en fait, la Norvège est un pays très paternel, dans le sens, qui protège énormément sa population. Donc ouais, plutôt nourriciers qui s'en occupent Oui, beaucoup, quoi, dans ce voilà, sens-là. Ouais, ok. ouais, et Comme la France ou pire encore? alors pire ou mieux, à chacun de voir, mais pour en revenir à l'exemple de l'alcool, tout alcool supérieur à 4,6 ne se vend pas dans des supermarchés, ça se vend dans, des magasins, du monopole de l'État. Ça s'appelle donc, le monopole du vin. Hem Et donc si tu as 18 ans, tu peux consommer à peu près tout ce qui est en dessous de 20 °, à 20. Et si tu as plus de 20 ans, après, tu peux consommer le reste. Donc moi, j'avais déménagé quand j'avais 19 ans, donc j'ai fait retour à la case arrière, hein. Parce que bon, en France, on sait tous très bien que c'est pas à 18 ans qu'on peut commencer à boire. Non, mais je veux dire niveau sécurité dans les supermarchés et cetera, en France, en tout cas à Oui, l'époque, c'était désastreux. Il y avait plus de vérifications sur les canettes de Red Bull que sur, la bière. Bref, ouais, je on vois. revient au poker donc. Je crée donc une association de poker en utilisant un peu comme le système français parce que je me rends compte que en fait, ça permet de contourner, la loi sur le poker. J'ai un appel avec donc, l'équivalent de l'Argel en Norvège, Donc pour aujourd'hui, l'Argel, ça n'existe plus, ça s'appelle l'ANJ, c'est l'association, l'Agence nationale des jeux. Et à l'époque, ça s'appelait l'Argel, ouais. d'accord. Bah, écoute, j'apprends une nouvelle chose. Pour moi, ça a toujours été l'Argel. Non, ouais, ça a changé il y a quelques années, c'est assez récent. C'est après la privatisation, je suppose, de la Française des jeux, il y a eu pas Ça a mal de été, changements. je crois, ouais, juste après, parce que j'avais suivi ça à l'époque, puisque je travaillais beaucoup avec, avec les bureaux de tabac.
Donc c'était 2000, je crois 2020, un truc comme ça. Ok, oui, donc assez récent quand même. Mais c'est exactement la même chose, hein. C'est Ouais. juste un changement de nom, ANJ, voilà. Bon bref, OK. Bref, et donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que si les tournois de poker étaient gratuits et ne donnaient pas de gain d'argent, OK. on respectait la loi. Donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait une association et il y avait une frais d'adhésion élevée qui en fait permettait aux utilisateurs de pouvoir jouer à des tournois hebdomadaires, je crois, oui, en effet. On a commencé toutes les 2 semaines, puis dû à la demande, on est passé à toutes les semaines. Et donc, à la fin de chaque semestre, tu avais un point. Et basé sur tes points, tu avais l'équivalent en argent de ce que tu voulais. Donc, quelqu'un me disait, je veux un casque Bose avec mes gains. Et en fait, on allait lui acheter un casque Bose. On ne pouvait pas lui filer de l'argent. Donc, on faisait les courses pour lui, en fait. OK, Et je ça, comprends. ça a eu un gros succès. C'était très cool. Malheureusement, après la fin de mes études, personne a repris la main dessus. Parce qu'en fait, on était vraiment très bien équipés. On avait reçu les tables justement du tournoi national norvégien. On avait réussi à discuter pour avoir des tables pour pas cher. On avait des jetons customisés. Bref, on a vraiment fait du bon taf, je trouve, personnellement. Et donc, c'est ce qui m'a. Un soir, j'ai décidé vers la fin de mes études, j'ai décidé de postuler pour le World Poker Tour, WPT, une entreprise de poker. Comme ça, c'était le seul truc pour lequel j'avais postulé parce que j'avais pas encore fini mon bachelor. Et donc, interview 1, 2 et 3. Puis, je suis allé faire un event, donc un tournoi d'essai euh, au nord de la France. Et ça s'est très bien passé. Et donc, j'ai été embauché. Donc, j'ai fini mon bachelor pendant que je bossais pour le WPT. Et tu faisais quoi là-bas alors? Raconte-nous un peu parce que je crois que tu as pas mal voyagé. Oui, en effet, j'ai beaucoup voyagé, jusqu'à la période du covid, comme beaucoup peuvent s'en douter. Mais donc on voyageait beaucoup. En fait, j'étais event manager, puis je suis devenu event et marketing manager. Donc le but, c'était on avait un calendrier des events qui arrivaient. Donc on avait Marrakech, Berlin, Las Vegas évidemment. J'ai fait Choctaw, pas loin de Dallas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bref, beaucoup de pays. République tchèque, Sochi, en Russie, qui probablement, je ne vais pas y retourner pendant un bon bout de temps. Pourquoi? Le Sochi, Russie, les voyages vers la Russie sont toujours Non. sous monitoring. Si, je ne pense pas que tu puisses. Il y a des restrictions il y a encore des restrictions, je pense, sur les trajets Union européenne, Europe vers la Russie. Ah ouais? Je crois, ouais. Bah, pour moi, Mais le conflit, il est en Ukraine, il est pas en Russie, ou au pire, c'est à la frontière. Je crois pas. Si, bah, pour des raisons, tu penses, diplomatiques, c'est ça? oui, 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 pour des raisons diplomatiques, oui. Ah ouais, genre ils ont mis des interdictions d'aller voyager en Russie? En tout cas, je sais qu'un bon moment, il y en avait. Et Ah puis ouais? aussi, évidemment, une question d'image. Mais de toute façon, je bosse plus pour le WPT. Bref, donc ça m'a fait voyager beaucoup. Et c'était donc, il y avait des events. Et le Canada, le Québec aussi, Montréal. Très sympa d'ailleurs. Ils sont adorables, les Québécois. Comparé à nous, les Français qui rallongent surtout. Ils sont vraiment adorables, hein. Un peu trop parfois. Et donc, tout ça me permettait de rencontrer beaucoup de monde et c'était très social, mais c'était très énergivore. C'était épuisant parce qu'en fait, tu t'enchaînais dépendant de la durée du festival, tu avais entre 3-4 jours jusqu'à 10 jours de festival où donc tu faisais des nuitées de 4-5 heures, hein, et je suis généreux, et tu bossais énormément. Et la paye n'était pas incroyable pour le Royaume-Uni. Mais ça me plaisait beaucoup. Non, mais Euh, franchement, je viens de vérifier. Non, non, il y a zéro. D'accord. Non, zéro. En fait, il y Ok. a eu des personnalités russes qui ont été restreintes. Parce qu'elles ne pouvaient pas Ouais. venir en Europe. Ils ont gelé, tu sais, des passeports, Oui, oui. visa. D'ailleurs, Londres, on a gelé beaucoup. Ouais, on a gelé des actifs aussi. On pourra y revenir. Mais non, 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 je crois que le tourisme n'a pas été impacté. C'est-à-dire que c'est pas comme un pays, tu sais, qu'on a voulu genre isoler, on n'a plus le droit d'y aller et tout. Et je veux te dire, même des pays comme l'Iran qui ont été sous sanctions internationales, etc., j'ai pas souvenir que genre t'as pas le droit d'y aller.
souvent, tu sais, c'est comme la Corée, par exemple. La Corée du Nord, c'est elle, pour y aller, c'est une horreur, Oui. mais c'est eux qui ferment leurs Ouais, frontières, ouais. qui contrôlent. Mais j'ai pas souvenir que ce soit l'Union européenne. Je sais pas si d'ailleurs ils peuvent faire ça, c'est-à-dire dire en gros interdiction d'aller en Russie, parce que ça contrevient à la liberté de déplacement. Donc c'est vrai que ça m'étonnait que tu me dises ça, Ouais. mais bon. Après, j'ai oublié, tu sais, tu as l'agence française de. Oui, mais ils peuvent par exemple, ils Oui, peuvent oui, te dire attention, ils peuvent te dire oui, n'y allez pas parce qu'en ce voilà. moment c'est un terrain d'opération. C'est le ministère de, ouais, des Affaires extérieures, en fait, en gros, je crois. Oui. Mais ils ne peuvent pas t'interdire ou alors te mettre une Non, non. restriction, À etc. pa- à Peut-être pa- que ça m'avait surpris. Ouais. mais par contre, évidemment, pour aller en Russie, il faut un visa. Oui, Donc, mais bon, ça, évidemment, c'est il faut comme que l'ambassade russe dans, t'approuve dans un plein visa. Et de je pays. pense que, disons qu'aujourd'hui, je pense que tu auras plus de questions pour avoir ton visa qu'à l'époque. Encore une fois, tu sais, hein, la Russie a toujours adoré la France et les Français. Hein. Oui. D'ailleurs, vu que j'ai deux passeports, j'ai le passeport français et norvégien. Pour la Russie, on m'a fortement conseillé Ah d'utiliser. ouais? Non, mais c'est vrai, hein, historiquement, et on le sait même aujourd'hui, hein, même si évidemment certains parlementaires ont menacé de détruire et de rayer Paris de la carte quand Macron faisait des petits gestes. Mais typiquement, les Russes, la population, et même Poutine, etc., ils adorent la France. Je parle de l'histoire, la Hmm. littérature, etc. Donc, non, je pense qu'ils n'ont pas de problème avec les. Il y a même plein de Français qui soutiennent la Russie. Hein, tu sais. Oui. Mais bon, vas-y, bien, on y reviendra. Ouais, 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 ouais. On ne dit pas On va trop. parler de plein de trucs ensemble, je suis trop content. Voilà. Et Bon, donc, attends, je fais un petit résumé là. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, je vous le dis, je me suis réveillé 5 minutes avant l'émission. Donc, c'est pour ça, voilà, l'émission, elle est très détente. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions à Joachim, si vous voulez intervenir, tout ça, voilà, n'hésitez pas. Et on va prendre notre temps ce matin. Donc, on résume. Donc, tu commences ta vie dans le sud de la France. Tu es à l'école, voilà, tu n'es pas bon, tu n'es pas dedans. Là, à ce moment-là, donc, tu décides de partir à Oslo, là où tu as des racines familiales, tout ça, tout ça. Tu fais tes études là-bas. Et puis, tu te lances dans le poker parce que tu es un petit rebelle et que tu as envie de. Si, il y a un côté un peu rebelle, j'aime bien, c'est mignon. Et puis après, tu demandes à donc World Poker Tour qui organise les plus gros tournois de poker internationaux, on peut le dire, je crois. oui, oui, un des plus gros, ouais. Et Il y là-bas, a, tu t'occupes d'organiser, avec une équipe, j'imagine, hein, les événements à l'international et de faire du marketing pour eux, pour voilà, communiquer, faire venir des joueurs, des sponsors aussi peut-être, exactement. etc. Et donc, tu vas dans plein de pays. Et toi, à ce moment-là, tu joues beaucoup ou en fait, tu n'as même pas le temps parce qu'en fait, tu es surtout dans l'opérationnel ou raconte-nous un peu. Ouais, donc j'ai très peu le temps. De temps en temps, j'irai jouer à Londres, à des tournois locaux, mais quand je suis de voyage, j'ai vraiment pas le temps. Et en fait, tu rentres épuisé parce qu'en fait, si tu veux rester plus longtemps, c'est à tes frais. Hem et hem et par contre, après, il y a la covid qui débarque. Et ça, évidemment, ça joue un rôle énorme dans mon quotidien. Parce qu'en fait, il y a pas mal de monde chez WPT qui part, hem, qui se fait congédier. Et donc, on doit trouver des solutions, entre guillemets, pour rester actif. Et donc, un des plus gros partenariats qu'on fait est avec Party Poker, que ce soit en France, mais surtout la version internationale, parce que Party Poker France est un peu, pour ceux qui connaissent un peu, encore une fois, l'Argel, enfin l'ancienne Argel, etc., c'est que les Français devaient jouer entre eux, et seulement entre eux. Je pense qu'il y avait une question de blanchiment d'argent, etc., pour garder, on va dire, le contrôle des flux. Et puis, tu es mute. Ouais, juste pardon. C'est parce qu'en fait, tu as des serveurs en fait, qui sont par pays, c'est ça? Oui. Et tu peux te connecter qu'avec le serveur de ton pays, j'imagine. Alors, pour la France, oui. Ouais. Pour le Royaume-Uni, c'est un peu à part. Et en fait, la France, aux dernières années, a commencé à partager avec l'Espagne et le Portugal. Mm. En fait, je C'est pense ça que que. c'est ça, ça doit être. Alors, j'y connais que dalle, mais de mon point de vue, c'est que il faut qu'il y ait des accords entre les pays
de partage d'informations s'il y a des enquêtes pour blanchiment d'argent, financement du terrorisme, Exactement. etc. Et puis sans doute aussi, il faut qu'à la table, pour une question, j'imagine, hein, d'équité, il faut que les personnes soient soumises à la même réglementation. Genre, si tu es dans un pays dans lequel le niveau de KYC n'est pas le même, tu ne peux pas jouer avec lui. Donc, je pense Ouais, que c'est une question d'uniformisation des réglementations liées aux jeux d'argent et de hasard, je pense, non? oui, 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 absolument. Et la France est quand même, bon, encore une fois, pas au niveau de la Norvège, mais quand même assez stricte là-dessus. Hem Bah, en fait, et en Europe, typiquement, pardon de te couper, mais c'est un sujet que je trouve intéressant parce que ça va aussi parler de la réglementation sur la crypto. En Europe, tu as toujours eu des pays qui ont toujours été plus, bah, j'allais dire, plus souples sur les jeux mmh, d'hasard d'argent et de ouais, hasard. le Royaume-Uni, par exemple, et Ouais, alors moi, je pensais plutôt vraiment à Malte, à Chypre, et cetera, parce que c'est vraiment dans ces pays-là où ils ont ouais, une vraie culture de la réglementation en la matière, une vraie culture notamment sur les jeux en ligne, notamment aussi sur, bah, moi je me rappelle quand à l'époque on était, bah, je m'intéressais au sujet, si on voulait lancer un casino en ligne, bon bah fallait aller se faire là-bas, quoi, parce que c'était plus ouais, facile d'avoir une autorisation d'exercer, etc., quoi. mais avant ça, il y avait Isle of Man. Pardon? Isle of Man C'est quoi est ça? bah, justement, c'était un endroit où en fait beaucoup de boîtes de gambling et cetera, il y a Gibraltar aussi, allaient s'inscrire et en fait, Malte et cetera sont venus un poil plus tard. OK, mais moi, C'est je me suis intéressé au sujet aux alentours de 2019-2020. Donc à Ouais, l'époque, il y a un changement. OK, C'est là où il y a beaucoup où on se permet aussi, d'aller beaucoup plus loin, pour aller avoir, tu sais, par exemple, tous les, steaks, et cetera, qui ont des licences de gambling dans certaines, anciennes ouais, colonies britanniques. Hem, Bref et donc on passe en ligne, et donc il y a la poule, reste du monde, on va dire, à part les États-Unis, France, Portugal et cetera. C'est donc, une poule commune. Donc on parle de plusieurs dizaines de milliers de joueurs actifs, à n'importe quel moment et donc on organise des très, très gros tournois en ligne. Hem Par contre, là, encore une fois, ça change beaucoup, mon quotidien parce que je passe ma vie devant un écran. Je me lève, le matin pour faire donc les annonces, le marketing et cetera pour les tournois du soir et puis le tournoi du soir, je monitore, je fais du marketing, on fait les interviews des gagnants, on s'occupe de la logistique des trophées et cetera. Hem et Comment comment tu vis ça, le passage de, «Je passe ma vie dans le monde», à, «Je passe ma vie devant un ordi»? Bah, en fait, ce que je trouvais, compliqué, c'est que pendant cette période-là, il y a beaucoup de personnes qui sont restées, employées dans différentes boîtes, pas du tout dans le monde du poker, qui se tournaient les pouces, parce qu'il y avait un peu rien à faire et qu'ils ne pouvaient pas se faire licencier pour raison X ou Y. Ou qui justement, ils voulaient le garder pour quand ça s'arrête. Parce qu'on savait il y avait ça aussi, il y avait cette incertitude de la durée de la chose. Oui, Au c'est vrai. début, on pensait que ça allait être très, très court, ce qui n'a pas été le cas. Et donc en fait, il y avait cette idée de: «Oh, il faut se serrer la ceinture, les temps sont durs et cetera. Il faut se donner à fond, ainsi de suite, parce que c'est une période très compliquée». Pour au final, ben, on s'est jamais tourné les poussins, et je faisais plus d'heures, justement, que ce que je faisais, quand je voyageais et cetera. Donc il y avait une fatigue, de toujours penser, constamment à ça et bah, c'était moins social, quoi. J'étais juste devant, devant mon ordi, à regarder, à faire des tableurs Excel et faire du marketing, là-dessus et par contre, il y avait des choses hyper intéressantes. Par exemple, on avait fait des tableaux sur, des leaderboards sur les scores des joueurs et justement le rendre intéressant, que ce soit pas le mec qui a déjà gagné 1 million qui soit top du leaderboard et donc gagne 10K de plus, c'est pas intéressant, il s'en fout. Alors que c'est plus intéressant que le mec qui a joué de manière, continue, a eu des petites places ici et là, lui soit récompensé par sa, on appelle ça? Consistency, par sa La régularité. merci. Bref, il y a eu beaucoup de choses intéressantes et à cette période-là, je jouais un peu, justement parce que des fois je devais garder un œil sur les tables jusqu'à pas d'heure, donc j'en lançais 1 ou 2 en même temps, pour m'occuper. Hem Et ça a été d'ailleurs, je pense qu'il y avait un mélange de tout. J'ai toujours été, on va dire, au-dessus de la moyenne, au niveau de poker, mais je pense qu'il y avait ce boom. Il y avait beaucoup de personnes qui s'ennuyaient et qui donc jouaient.
Donc je me suis fait un peu d'argent, pas des sommes, incroyables, mais c'est ce qui m'a permis d'investir ensuite, dans la crypto. Donc, Hem, à ce niveau-là, justement, alors j'imagine que tu y viens très naturellement, mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas découvrir la blockchain et les cryptos ou pas du tout? Absolument. Ok. Comme C'est au tout beaucoup, hein, on a Ouais, beaucoup de personnes qui, quand je leur pose la question, quand est-ce que tu as découvert la crypto, soit ils disent bah, j'en avais entendu parler aux alentours de 2017-2018, mais c'est le Covid qui m'a donné le temps ouais. et l'opportunité de m'y intéresser davantage, quoi. En fait, c'est un peu, la j'ai envie de dire, le bénéfice et la malédiction du bitcoin, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que tu entends parler à la télé, et rapidement dans des conversations, mais c'est ce truc, très abstrait, en fait, où il te faut vraiment prendre le temps pour essayer de comprendre, ce que ça essaie de résoudre, son avantage, ainsi de suite, hein. Et aussi, je pense qu'il y a besoin d'avoir une certaine, alors, ça dépend. Si le but est purement, spéculatif et cetera, non. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir une certaine, pas méfiance, mais esprit critique, on va dire, hein, sur, les systèmes actuels pour vouloir chercher pourquoi un système numérique, décentralisé serait mieux. Alors en fait, c'est intéressant, si tu veux, on va prendre un peu le temps parce que la porte d'entrée vers la blockchain, la crypto, en fait, il y en a des centaines, des portes d'entrée Mmh. différentes. Ah, j'exagère, mais il y en a beaucoup en vérité. Et pour avoir posé la question à un millier de personnes, comment tu as découvert ou par quelle porte tu es rentré, les réponses, alors elles se rejoignent assez souvent quand même. Il y en a, mais en gros, il y a la spéculation où là, en vérité, tu t'en fiches un peu du modèle de société que peut apporter Bitcoin ou la décentralisation ou les smart contracts et tout ça. En général, ça vient après. C'est-à-dire qu'au départ, je le vois comme un actif volatile, comme un moyen de diversifier mon patrimoine, comme un moyen de jouer aussi, comme un moyen de trader Oui. facile, comme un moyen d'atteindre l'indépendance financière aussi. On a aussi toute cette Le logique un peu de le rêve de l'indépendance financière, hein. bah, en fait, il y a ce nihilisme financier où on est prêt à peu près à tout, pour, justement gagner de l'argent, avec le moindre d'effort possible et ça, c'est une tendance, C'est très court-termiste, ouais. qui se développe depuis quelques années, Ben notamment, et via le poker, c'est ça aussi, hein. le poker, ouais, Alors, ouais, il y peut-être a de en fait, il y a du talent et c'est comme les échecs et cetera, il y a besoin d'avoir des connaissances de niveau, mais il y a beaucoup de personnes, hein, qui jouent au poker, pour ce rêve, au même niveau qu'ils iraient acheter un ticket à gratter, en fait. moi, c'est moins Mais c'est évident pour moi, Oui, oui. j'en doute pas, hein, je Et te mais tout à fait parce que mais en fait, il y a ce qui est intéressant avec le poker, comparé par exemple, disons ticket gratté, loterie et cetera, c'est que tu as moins de soucis, parce que par exemple, pour les gagnants de loto, tu en as beaucoup qui quand ils gagnent, ils se sentent, comment on ça? Hem, Pas éligibles, à cette somme d'argent. Ils l'ont pas méritée. Et tu as d'ailleurs chez la loterie de France, tu as beaucoup de psychologues justement qui sont spécialisés ouais, là-dedans pour les accompagner et cetera. bien sûr. Bah, Heu surtout pour et éviter de se faire arnaquer, oui, 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 et de bien pas tout utiliser l'argent, brûler, direct et c'est ça. cetera. Et justement, c'est là où quand tu gagnes un tournoi d'échecs ou quand tu gagnes un tournoi de poker, ainsi de suite, hein, tu as travaillé pour. Tu as été chanceux aussi parce que pour gagner un tournoi, un seul tournoi, il faut être chanceux pour gagner sur le long terme, c'est un autre sujet, c'est une question de stats. Mais tu as travaillé pour ce gain. Et c'est Même pour tu ça peux que, c'est pour ça que pour moi, je vois la chose différemment, mais je peux me tromper. L'effort, pressenti, ou même consenti, pour, atteindre ce gap de gain, j'ai le sentiment qu'avec, du casino en ligne où tu appuies juste sur un bouton, mmh, sur, Bitcoin ou, les meme coins même, oui, tu mais achètes par contre souvent l'effort il est très faible et d'ailleurs, on le voit bien quand sur YouTube, il y a des pubs pour nous proposer, des formations, et à chaque fois, ils disent la même chose: «Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de capital, vous n'avez oui, pas oui, besoin oui, de formation, vous n'avez pas besoin» tu vois? À chaque fois, ils nous disent: «Vous n'avez rien besoin de faire et vous allez devenir juste riche». votre thune. Avec le poker, j'ai le sentiment que, une personne d'un minimum sensé va imaginer pouvoir gagner 1 million de dollars au poker, sans, avoir passé, des heures à, alors il y a le coup de bol,
mais c'est pas un jeu de chance, le poker. Donc, c'est pour ça que je le mettrais pas, moi, dans le même Non, sac, non, mais en je fait, peux me tromper, hein. c'est cet entre-deux parce qu'il y a de la variance, on appelle la variance, donc oui, ou ce que certains appelleraient de la chance. Encore une fois, pour gagner un tournoi contre 10 000 joueurs, il y a une partie de chance, même si tu es le meilleur. Et c'est un peu la beauté du jeu, n'est-ce pas? C'est que ça te donne une chance à tout le monde. Tu fais une partie d'échecs, le mec est très bon et toi, tu es normal, tu vas te faire défoncer à chaque fois. Le poker a cet avantage que le, le grand joueur, l'expert, peut avoir de la variance négative, donc de la malchance, et perdre. Et en fait, c'est cette lueur, entre guillemets, d'espoir qui fait que tu n'as pas besoin de croire que tu es le meilleur pour espérer gagner. Évidemment, ça aide. Et il y en a très peu. C'est pareil que dans le trading, etc. C'est à peu près 5% qui se partagent 95%. Mmh. Voilà. OK. Et comme Donc je te disais, et on parlait donc de comment tu as connu ou rencontré, la blockchain et des différentes portes d'entrée vers ça. Donc en ouais, gros, la plupart, en tout cas de ce que j'entends, hein, c'est pas pour, remettre en question, les fondamentaux de l'économie et du non, capitalisme ou du système, monétaire et financier. Au départ, c'est soit, pour des raisons purement spéculatives, essentiellement ça au début, soit pour des raisons, technologiques, où là, pour le coup, c'est, je sais pas, les devs, et cetera, qui s'intéressent à ce débouché dans lequel ils peuvent, trouver du travail, et cetera. Et après, tu as une petite partie qui découvre, mais vraiment, de manière infime, hein, je parle vraiment de la première porte d'entrée, qui, sont déjà, très conscients des limites du système financier actuel et qui, parmi les alternatives, s'intéressent à l'économie autrichienne et à Bitcoin, quoi. Enfin ça, pour moi, c'est une, infime partie. absolument. On le découvre Et après, quoi. Et je pense qu'indirectement, c'est à cause de mon background en économie et justement mon esprit un peu critique vers l'éducation entre guillemets classique des modèles, puis évidemment la crise des subprimes, ainsi de suite, qui font qu'il y a quand même une Mais remise en toi, question tu le du découvres modèle actuel. comment? Fais pas d'anachronisme. Non, donc moi je découvre par Asher, en première partie et par des gens autour de moi, dont un de mes cofondateurs. Euh, Mais pas et comment? Il t'en parle de façon, intéresse-toi, ça peut être un levier d'investissement intéressant ou intéresse-toi parce non, que non, intéressant d'un point de vue technologique. donc plutôt la partie Euh, tech, donc smart ouais. contract, Oui, en fait, l'idée de pouvoir se débarrasser du man in the middle, d'une personne tierce. l'intermédiaire du tiers de Euh, confiance. OK. ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, surtout si justement tu vois les limitations de beaucoup de, par exemple, dans tout ce qui est je parle administration. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être optimisées avec les bons systèmes, tout en restant, À ce moment-là, si ce tu n'est plus as sécurisé. jamais codé le moindre truc dans ta vie? Ou est-ce que tu es déjà un Ah, petit douilleur, un peu tech? Parce que si, pour l'instant, si, on n'a pas entendu ça. non, alors, mais pour donner un exemple, j'ai toujours été bidouilleur et curieux, mais pour donner un exemple, on avait, chez WebT, on avait un back-end sur notre site où on mettait donc les résultats, les positions, les prix des joueurs, etc., qui avait ses limitations. Je vais rester poli. Euh, et donc, en fait, pour les prix, il fallait les rentrer à la main. Donc pour un tournoi où il y avait 1000 personnes, ça veut dire environ 120 entrées à la main. Par contre, pour les tournois où il y avait 5, 6, 10 000 entrées, ça voulait dire plusieurs milliers. Et en fait, on payait des reporters qui avaient mieux à faire à justement taper les sommes et puis ensuite taper le nom. Euh, et moi, je trouvais ça absolument idiot qu'on paye des gens qui sont talentueux à faire quelque chose d'aussi monotone. Et donc, en fait, la plupart des casinos, de toute façon, ont un fichier Excel, un CSV avec tout ça. Donc, je ne comprenais pas pourquoi nous, on devait le taper à la main. Et nous aussi, on avait notre formule pour calculer, etc. Et donc, en fait, par exemple, là, j'ai bidouillé, j'ai fait un script qui, en fait, remplaçait mon clavier et le faisait manuellement, mais scripté. Donc, ça, je laissais tourner mon ordinateur pendant une demi-heure et ça me le remplissait. Euh, résultat, les reporters pouvaient aller en pause stage ou aller reporter sur autre chose, tu vois. Et en fait, c'est ce genre d'inefficacité. Moi, je suis contre
Remplacer tous les jobs parce que ça peut être plus efficace pour la machine, et cetera, mais on y reviendra probablement. Par contre, les trucs, heu, chiants ou pour lesquels tu n'as pas été éduqué pour qu'il y ait du gâchis, en fait, de tes compétences, si on peut le remplacer pour que justement tu utilises tes compétences pour ce qu'elles sont faites pour, je suis entièrement pour. Donc voilà, j'ai toujours bidouillé, codé des petits trucs, C'est mais pas à ce niveau-là. intéressant, cette vision, et on passe d'un sujet à l'autre, mais j'aime bien rebondir un petit peu, sur ce que tu dis, cette limite, en fait, dont tu parles, elle est extrêmement subjective, par définition. Absolument. Et donc, et c'est très compliqué parce que justement, à partir de quel moment on estime que la machine va faire quelque chose que l'humain a mieux à faire, que de faire lui-même? Est-ce que c'est la C'est pénibilité? Est-ce que c'est la productivité? Est-ce que c'est, le goût? Le plaisir de faire une tâche ou le déplaisir de la faire? Et tout ça, en fait, c'est pas des critères qui sont suffisamment, établis pour que ça puisse mener à une norme. Donc non, finalement, ça absolument, va être des rapports de force entre celui qui a et intérêt à te remplacer et celui qui a pas intérêt à l'être. absolument, et à la fac, notre prof d'Excel, enfin, il avait fait PowerPoint, Word, et cetera, mais on s'était surtout attardé sur Excel vu qu'on était dans de l'économie et de la finance. Il a expliqué justement qu'avant de devenir prof, il allait dans des boîtes et il optimisait les systèmes donc avec des automatismes Excel, des macros, et cetera. Et en fait, bah, il venait dans une entreprise, hein, il créait ça et il y avait probablement 2-3 postes qui sautaient à son départ, tu vois? Hem Et en fait, une fois, il a expliqué qu'il avait vu, qu'il allait voir un mec pour automatiser ses trucs et en fait, le mec il a dit: «Mais en fait, ça sert à rien, je l'ai déjà automatisé. En fait, je reste assis sur mon bureau 40 heures par semaine, hein, mais en fait, mon taf est fait en 30 minutes le lundi matin. Mais si moi je dis à mes managers que mon boulot est fait en 30 minutes et que je fous rien mes 35 autres heures de la semaine, je me fais virer ou ils me donnent plus de travail. Mais en réalité, je produis la même quantité de travail ce qu'ils me demandent, c'est juste que j'ai réussi à l'optimiser. Et je pense qu'en fait, c'est là où il y a eu un petit déclic pour cette personne-là, qui a fait qu'elle a décidé de faire un changement de carrière. Parce que, bah, en fait, comme tu dis, c'est très dur et c'est très, très subjectif que tu viennes pour optimiser en fait la ligne de profit d'une entreprise et indirectement, avec tes connaissances, tu enlèves donc des postes de travail. Et non, c'est un sujet très compliqué. Je trouve que c'est un sujet passionnant parce que comme tu dis, je pense qu'il y a pas le juste milieu est extrêmement compliqué et tellement au cas par cas. Bah, en fait, je pense que c'est même pas tant une question de juste milieu et d'équilibre parce que de toute façon, c'est arbitraire. C'est-à-dire qu'il y a pas un équilibre divin qui va arriver et qui va dire: «C'est comme ça», tu vois? On est plutôt dans un système non, mais en vérité, Oui, oui, oui. on est dans un rapport de force où en fait l'employé, a envie de gagner le plus en faisant le moins et c'est humain. C'est même pas voilà, même le c'est normal. À chaque agent économique a envie de réduire, l'effort et d'optimiser son gain, ce qui est normal. Mais une entreprise, à l'inverse, elle veut faire pareil, c'est-à-dire qu'elle veut optimiser son profit et évidemment réduire au maximum ses coûts parce que c'est de la soustraction des 2 que vient son profit. Et là, en fait, ce Alors, rapport de force après je te laisse, me ouais, répondre, ouais, parce que je pense que c'est intéressant ce que tu dis. on a le temps, mais ce rapport de force, il se fait, soit par l'intermédiaire d'organisations dédiées, les syndicats et cetera, soit il se fait sur une question d'offre et de demande. C'est-à-dire que si pour un poste, on a, très peu de personnes qualifiées pour le faire, bah, le rapport de force est plutôt du côté, du salarié et inversement, quand on a un bassin d'emploi massif, bah, évidemment, que, j'allais dire les exigences des salariés vont être peut-être un petit peu moins prises en compte parce Ah, qu'ils sont clairement. remplaçables et au milieu, tu as un espèce d'arbitre qui est, la loi, le code du travail, Oui, les exactement. tribunaux, et cetera, qui tantôt vont protéger l'employeur selon certains ou, trop protéger, l'employé selon l'autre. Et donc moi, je le vois pas tant, comme, trouver un juste milieu, mais comme le résultat d'un rapport de force. C'est peut-être un peu marxiste comme vision, mais c'est celle-ci, que je Alors considère non, comme être pour la je bonne. je je dirais plutôt que c'est prendre le marxisme et le tourner sur la tête parce qu'en fait, ce que tu décris justement sur ce rapport de force, sur le fait que, un patron, son but premier, c'est, de maximiser les profits, et cetera. C'est en réalité, c'est un concept assez moderne.
il y a toujours eu évidemment une idée de profit et d'être profitable, hein. Mais en fait, c'est surtout avec l'arrivée donc des investissements par capital et donc des actionnaires, hein, qu'il y a eu une pression encore plus supérieure sur les rendements et les profits des entreprises. Et c'est ça qui a commencé à créer un rapport de force, une pression sur donc les décisionnaires qui aussi se sont vus transformer. Avant, la personne qui gérait l'entreprise, ça avait tendance à être le proprio. Maintenant, c'est un board qui, motivé par les actionnaires, va aller chercher un CEO pour faire de l'efficience économique ou peu importe, ou du lean, etc., pour justement satisfaire leurs besoins court-termistes qui est du rendement. Ouais, mais tu vois, pour le coup, tu as raison. Évidemment, que les termes, enfin, quand je dis les termes, c'est les échéances se sont rapprochées, que les outils, notamment technologiques, ont renforcé, l'appétence, de l'entrepreneur ou de l'entreprise, que de maximiser ses profits. Mais en soi, dire que c'est très récent, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire quand tu lis Weber, te rends compte que déjà, on est, je crois, au 19e siècle ou au 18e siècle, plutôt 19e, je crois. C'est plutôt l'éthique plutôt protestante, en fait, de l'accumulation du capital, du salut qui en résulte, qui fait que la réussite professionnelle et l'accumulation du capital est vue comme un signe de salut au niveau religieux. Et donc, dès de ce moment-là, on a des entrepreneurs qui vont voilà, faire en sorte d'atteindre une réussite, notamment financière. Et il n'y a pas de secret, il faut vendre Oui, plus. oui, Enfin, tu vois, pour moins cher, là évidemment. où toi, Mais sauf que vas-y. pour moi, il y a une petite différence, c'est le niveau d'extraction de capital. Parce qu'en fait, à ces époques que tu décris, beaucoup de la fierté familiale était donc l'entreprise familiale, qui détenait justement une grande partie du capital. Évidemment, ils prenaient des profits, etc. aussi. Mais il y avait beaucoup qui étaient réinvestis et il y avait une vision long-termiste parce qu'en fait, tu avais envie que l'entreprise descende à ta descendance, ainsi de suite. Aujourd'hui, les propriétaires et les décisionnaires de beaucoup des grandes entreprises, s'ils regardent plus loin que 3 mois, c'est déjà un miracle, tu vois? Et c'est d'ailleurs une des limitations qu'on a dans l'économie moderne, c'est qu'il y a beaucoup des entreprises qui deviennent inefficaces ou se perdent sur le long terme, justement par trop de décisions court-termistes pour récompenser les personnes qui ont décidé d'investir dans l'entreprise. Et c'est là où, en fait, comme tu dis, le capital existe toujours, le profit existe toujours, mais c'est comment il est utilisé et à quel point il est extrait de l'entreprise, qui joue un rôle aussi. Mmh. Ouais, je vois, c'est intéressant. Hem, alors revenons un peu, si tu veux bien, Oui. à la blockchain, et aux cryptos. C'est quoi la première fois que tu vas être amené à y toucher ou à l'utiliser ou à en accumuler, Donc j'ai fait un peu de shopping à ma découverte et ça va être des décisions, évidemment dans un but spéculatif aussi, mais ça va être des décisions très utilitaires sur est-ce que je vois cette technologie comme quelque chose qui pourrait être utilisé. Et à cette période-là, par exemple L2, il y avait Polygon Matic, et puis il y avait quelques L1. Tu avais surtout Polygon, Solana, Elrond, euh, et, et la BSC évidemment. Euh, donc moi je commence sur Ethereum. Justement parce qu'en fait, la création de la BSC est juste après d'ailleurs, quelques mois après que je commence, où il y avait donc, qui a été lancé par Binance et puis il y a eu PancakeSwap, ainsi de suite. Et en fait, pendant cette partie-là, je m'intéresse beaucoup sur ce qui est possible de faire et je commence donc à regarder pour les techs OpenZeppelin, etc., donc des solutions de dev pour, euh, pour dev dans du Web3. Et il y a énormément de tutoriels. Et en fait, tous les tutoriels, et c'est ce que je reproche à Multiversix fois, tous les tutoriels mènent à EVM. Il y a cette idée donc que, oui, que c'est la base. Et surtout que OpenZeppelin, encore une fois, est une plateforme qui te permet d'utiliser du code et puis le modifier à ta guise pour tes besoins. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Je m'intéresse aux NFT sur Ethereum. Parce que c'est la période très utilitaire, c'est l'explosion d'Axie Infinity, même si moi je passe à côté de ça.
Il y avait CryptoKitties avant que je trouvais intéressant. Et en fait, c'est là où je trouve il y a cette idée en fait où on se rapproche du poker que tu peux avoir des gains financiers basés sur tes décisions contre d'autres acteurs. Euh, Par exemple, mais évidemment, le problème avec beaucoup de ces jeux comme Axie Infinity, c'est que c'est surtout le temps en fait qui a de la valeur plus que les connaissances et la stratégie. Parce qu'en fait, Axie Infinity peut être considéré comme un jeu économique résolu, là où le poker, par exemple, ne l'est pas. Et donc, une fois que tu as la stratégie optimale, en fait, tu as juste besoin de volume. Et c'est pour ça qu'on a vu énormément d'extraction de par certains pays qui étaient justement alimentés par des nouveaux entrants. Et c'est le problème de beaucoup de ces jeux. Et c'est idem pour le poker. S'il n'y a personne qui veut jouer au poker, il n'y a personne qui gagne au poker. Bref, donc il y a cette partie qui est très intéressante. Et puis il y a cette partie de. Moi, je suis aussi très politiquement engagé quand il s'agit de la Catalogne. Et je vois donc les limitations parce qu'en fait, je crois que c'était 2018, si je ne dis pas de bêtises, la Catalogne organise un référendum de manière unilatérale pour son indépendance. Parce qu'ils ont fait la demande pendant plusieurs années à Madrid et Madrid a refusé de manière catégorique à chaque fois. Donc, ils décident de le faire de manière inconstitutionnelle. Bref, il y a l'armée et les flics qui débarquent donc en Catalogne, environ 25 000 flics, qui donc essayent de fermer les bureaux de vote, ainsi de suite, pour que les gens n'aillent pas voter. Évidemment, dû aux différentes conditions et au risque que c'était d'aller voter, ainsi de suite. La grande majorité de ceux qui sont allés voter ont évidemment voté pour l'indépendance. Donc, les nombres ne reflètent pas la réalité. La réalité est plus proche, je pense, à l'époque, en tout cas, une petite majorité pour le oui, mais pas les 90% qu'on a eu à la sortie du bulletin. Mais en fait, on va pas parler de as a point politique, mais en fait, l'Espagne s'est un peu mis dans ce bourbier tout seul en interdisant les gens de s'exprimer. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient voter pour rester en Espagne et qui, quand l'Espagne a dit non, mais en fait, on ne vous autorise pas à vous exprimer, on n'autorise pas à voter, ça a eu l'effet contraire et ça a poussé beaucoup de gens de l'autre côté de la balance. C'est là où le Royaume-Uni avec l'Écosse a été beaucoup plus intelligent parce qu'ils ont dit pas de souci, vous pouvez faire un référendum. Et donc, en fait, vu qu'il n'y a pas eu cette friction, et vu qu'ils ont dit, OK, on a la liberté de s'exprimer, s'il faut, ça changera plus tard, il y a beaucoup qui ont voté pour le stay. Et donc, ça, c'est une question. En fait, dans la constitution espagnole, il y a écrit que l'Espagne est une et unie. Et donc, en fait, un vote de référendum serait inconstitutionnel. Oui. Et ça va contre la charte européenne. Bref. Le risque, c'est d'arriver à des poussées nationalistes dans plusieurs régions. Absolument. Donc, ils n'ont pas envie de créer un précédent, quoi. Oui, parce qu'il y a évidemment les Pays basques qui sont aussi qui ont une identité très forte. Mais bref, et moi en fait ce que j'en retiens beaucoup de ça, c'est justement le pouvoir militaire que peut infliger un pays à un autre pour contrôler. Parce qu'en fait, la Catalogne déclare l'indépendance et a déjà son parlement d'élu, parce que la Catalogne a son parlement, peu importe. Et en fait, l'Espagne Madrid vient prendre le contrôle du parlement et vient placer les siens dans le Parlement et bloque complètement le Parlement. Donc en fait, la représentation du peuple catalan est inexistante pendant une période de temps. Beaucoup des politiciens sont poursuivis pour trahison, détournement de fonds, ainsi de suite. Parce qu'encore une fois, vu qu'il y a eu certains fonds qui ont été utilisés pour faire le référendum, la logique du référendum, et que ce n'était pas autorisé, ils considèrent ça comme du détournement de fonds. D'ailleurs, petite anecdote, les bulletins de vote étaient au sud de la France et ont été transportés en Catalogne, je crois la veille ou l'avant-veille, justement pour ne pas se faire raider par la police espagnole. Et beaucoup de serveurs aussi. Et c'est là où, encore une fois, on revient sur le sujet de la décentralisation. Beaucoup des serveurs du site pour les élections qui donnent les informations, etc., étaient dans d'autres pays, justement pour ne pas se faire délister par le pouvoir en place. Et c'est là, en fait, où on voit beaucoup. Quelle différence entre les volontés autonomistes de la Catalogne, par exemple, avec celles des régions russophones en Ukraine, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que, question un peu intéressante, c'est-à-dire que si on estime que chaque village ou chaque région
a le droit à cette autodétermination et qui peut, si eux se mettent d'accord entre eux, décider d'être indépendante, soit de rejoindre un autre État. Parce que bon, t'imagines, encore une fois, si demain tu as l'Alsace qui se révèle et qui dit non, mais en fait, nous, on a envie d'être allemand, et puis on va faire un référendum, et puis c'est comme ça, comment le pouvoir central, donc en l'occurrence la France, doit réagir? Et c'est ça, c'est une question qui est intéressante. En effet, Toncoin, on voit quelqu'un très éduqué sur le sujet, ça fait plaisir. Parce que je suis du 66, comme tu as pu le comprendre. Donc, en fait, pour moi, il faut aussi séparer. Il faut séparer une nation d'une région, par exemple. La Catalogne est une nation, comme l'Écosse est une nation, comme le Royaume-Uni, évidemment, ce sont des nations ensemble. Et c'est là où un village qui demande d'être indépendant, c'est différent, parce qu'en fait, il y a besoin d'une infrastructure fonctionnelle qui peut faire qu'elle peut, elle peut survivre elle-même. Mais ça, c'est, enfin, pardon, hein, mais ça, c'est pareil, c'est hyper subjectif. Ah oui, absolument. Enfin, non, une nation n'est Mais pas c'est subjective, hein. Parce qu'en fait, la Catalogne était un pays non, mais qui a avant, été. mais bon, Oui, oui, en mais l'état oui, d'une situation donnée, le fait d'avoir une infrastructure autosuffisante, honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'aucun pays n'est véritablement autosuffisant. non, mais encore une fois, Mettre en non, place une infrastructure de gouvernance, et cetera, bon, on peut décider que ce qu'on a aujourd'hui nous suffit. Enfin, qui va décider? Et puis la notion de nation, d'ailleurs, elle est extrêmement récente en vérité, et là aussi, elle est très subjective. Est-ce que c'est autour d'une langue? Est-ce que ben, c'est autour d'une monnaie? Est-ce que c'est autour, alors monnaie, non. d'une culture Oui, et d'une ouais, histoire? c'est culturel et C'est ça, donc historique c'est surtout. ultra Euh, subjectif, tu mais vois? alors oui et non, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce qui aussi commence à créer ce mouvement d'indépendance de la Catalogne, c'est en fait un des anciens premiers ministres espagnols avait signé l'Estatut, qui était donc une déclaration qui donnait certains droits à la Catalogne et d'autres, et qui déclarait la Catalogne comme une nation. Donc la Catalogne était considérée comme une nation. Puis il y a l'extrême droite, hein, enfin le PP qui est arrivé au pouvoir en Espagne et qui en fait a pris les statuts et l'a amené aux plus hautes instances de la justice Mmh. espagnole en disant ceci est anticonstitutionnel. Bah oui, c'est normal. Euh, S'il y a alors non, non, mais c'est normal. Je dis pas c'est bien ou c'est mal. Tu me connais, tu sais que moi je fais pas de morale. oui, oui, Si tu me rappelles que la Constitution dit que, l'Espagne est une et indivisible ou, si on reprend la formule de la Constitution française, et tu te rapproches de ce qui se passe par exemple en Chine, où c'est pareil, c'est un État qui est un et que dès que tu as, un mouvement, autonomiste, on peut parler du Tibet, on peut parler de plein d'autres et qui contrevient à cette unicité, bah, ça évidemment, ça devient quelque chose qui est considéré comme anticonstitutionnel et le risque, encore une fois, c'est de se dire si l'autonomie est quelque chose qui peut être décrété de façon souveraine en disant voilà, bah, ça mène derrière à des mouvements nationalistes, souverainistes, comme par exemple les Kurdes. Les Kurdes, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'en Turquie, voilà, par définition, les Kurdes, ils ont toujours voulu, je ne sais pas si c'est en Turquie ou en Irak, non, je crois que c'est les Kurdes et les Turcs qui ne sont pas copains, ils veulent avoir leur État. Tu vois, et donc à ce moment-là, bah, tu as un rapport de force entre ceux qui veulent avoir leur État et ceux qui ne veulent pas leur donner parce que ça contrevient à leur ouais, identité, etc. Donc, elle est où la limite? mais C'est intéressant en comme fait, oui, discussion. non, mais absolument. Mais en fait, UNESCO le dit. En fait, il y a dans les règles européennes et des Nations Unies, il y a la décision d'autodétermination des peuples. Et ça, c'est un concept très important. C'est qu'en fait, un pays se doit de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour qu'un peuple puisse s'exprimer et donc pouvoir décider de son futur. Et en fait, encore une fois, il y a beaucoup de ces cas dans lesquels on parle que si c'était respecté et par le pays donc, qui le contient, la majorité voterait probablement pour rester dans la plupart des cas. Parce qu'en fait, encore une fois, il y a énormément de complications dès que tu essaies de faire quoi que ce soit de réaliste, sauf si, encore une fois, tu es quelque chose de taille et organisé d'une certaine manière. Euh, et c'est là où, pour moi, encore une fois, l'Écosse est un très bon exemple parce qu'ils ont pris le risque de les laisser. Et en fait, juste
en prouvant qu'ils ont leur propre autodétermination, c'est un argument pour rester. On peut s'exprimer, ils ont leurs propres élus, etc. Donc en fait, ils ont un certain pouvoir qui leur convient. Et en fait, c'était un peu ça le fait avec l'Estatut. C'était donc que ça convenait, on va dire, à la grande majorité des Catalans parce qu'ils se sentaient identifiés, ils se sentaient exister comme une nation et comme un peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant Franco, le peuple catalan était très attaqué. C'était justement ceux qui se battaient contre, aux côtés d'ailleurs de George Orwell. Petite anecdote, il y a un livre qui s'appelle Hommage à Catalogne, écrit par George Orwell là-dessus, où il se battait aux côtés des communistes et anarchistes catalans contre justement Franco. Et donc, il y en a beaucoup d'ailleurs de ces Catalans qui ont dû traverser la frontière et qui sont venus en France. C'est très, très En fait, intéressant au monde de l'histoire. on se rend compte quand même, c'est qu'il n'y a pas de règle claire. Il y en a une, de ce que je comprends, c'est si la population elle est considérée comme opprimée, etc. Tu vois. Mais sinon, à part ça, il y a le rapport de force entre la volonté d'indépendance et la volonté d'un État d'éviter les séparatismes et d'éviter finalement cette émergence de nation dans la nation, tu vois, et donc de perte de territoire. Il y a aussi la notion de contrôle des frontières. Il y a la notion aussi d'ingérence étrangère qui peut finalement pousser certaines communautés ou certaines régions à s'autonomiser. On connaît tout ça, évidemment. Et donc, de force, alors, même l'ONU, et c'est difficile de trancher, de dire ok, la Crimée, la Catalogne, ça on veut pas, mais par contre d'autres régions on veut. Honnêtement, je pense que c'est pour ça que c'est au niveau du peuple dans une démocratie. Demos, c'est le peuple. C'est justement, tu te dois d'avoir le droit de pouvoir t'exprimer là-dessus. Non, mais t'exprimer, ça, je pense que c'est intéressant. Mais le problème, c'est que si la consultation ou la gouvernance, elle est décisive, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrives à rassembler une majorité, non pas du pays, mais d'une région, parce que l'indépendance de la Catalogne, ce n'était pas un référendum national, c'était un référendum local, non ? C'est un référendum par la Catalogne et pour la Catalogne, oui. C'est ça que je dis, c'est-à-dire que si normalement, un État, il est gouverné par sa majorité. Non, parce qu'encore une fois… Sinon, tout se sépare, en fait. Non, parce que c'est comme si tu disais, pour les élections de Madrid, les citoyens de la ville de Barcelone peuvent voter parce que… Non, parce qu'on parle d'un enjeu local. Non, ce n'est pas un enjeu local, puisque les frontières, c'est un enjeu national. Alors, avec l'espace Schengen, c'est discutable. En l'occurrence, même dans l'espace Schengen, même s'il y a une perméabilité, on pourra y revenir si tu veux, bien sûr. Malgré tout, l'espace Schengen, c'est une décision qui a été faite de façon supranationale, auquel tous les États se sont mis d'accord. Donc, les démocraties se sont mis d'accord ensemble, tu vois. Absolument. Mais ce que je veux te dire, c'est que demain, une décision qui contrevient aux frontières de la France, par exemple, doit engager, si je vais dans ton sens, et moi ça me va, la majorité des Français. Pas genre la Normandie, salut Yo, qui décide de faire un référendum en disant nous allons décider au nom de l'autodétermination des peuples, qui effectivement c'est une belle idée, de changer les frontières de la France. Ce conflit, non, parce qu'on parle de ton territoire. Non, mais par définition, si tu retires la Normandie ou la Bretagne de la France, tu changes les frontières de la France. Ça n'engage pas que toi. Mais en fait, pour moi, dans ta logique, tu parles du point de vue de l'autorité en place. Tu parles du point de vue donc du pays, dans l'intérêt du pays. Les frontières existantes et surtout la souveraineté du pays. Oui, voilà. Mais en fait, c'est là où c'est une question de point de vue. Mais justement, et c'est pour ça, comme dit Ionesco, que la plupart des indépendances se passent dans la violence. C'est un rapport de force. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas dans l'intérêt évidemment du pays. Par exemple, la Catalogne représente à peu près 25% du PIB de l'Espagne. Ça, c'est un autre enjeu, ça. Mais l'argent, ne fait pas tout. Il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux de territoire, il y a des enjeux de réputation, il y a des enjeux de politique extérieure. Enfin, voilà. Si la Californie, demain, décidait d'être indépendante
typiquement, financièrement, elle pourrait, puisque la Californie, c'est un État qui est aussi riche que bah, j'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est l'État le plus riche. Bref, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, les États-Unis, ils gardent pas Los Angeles, enfin la Californie que pour l'argent, mais parce que c'est du littoral, c'est du pouvoir économique, du pouvoir. Puis t'imagines, si tu Oui, as un mais la État Californie, la Californie je veux dire, l'histoire de l'Amérique déjà est très problématique en soi. Donc en fait, il y a pas d'histoire d'une mais Californie ça, c'est qui n'est. hyper. Encore une fois, moi, tu as raison, mais c'est de la littérature. Ce qui définit les lois, etc., c'est pas Non, parce je que, par exemple, m'identifie comme membre. Moi, demain, je peux décider de m'identifier comme étant membre dans ma ville d'une histoire millénaire. Et puis, qu'est-ce que tu vas, toi, aller discuter mon histoire? Qui es-tu pour discuter mon histoire? Ça devient tellement subjectif mais qu'il faut bien des règles. non, mais non, parce que quand justement tu as, par exemple, la langue officielle en Catalogne est le catalan, Ouais. l'histoire de la Catalogne est sa propre. C'était une très grande nation. Et en fait, c'était justement dans le conflit entre l'Espagne et la France, où il y a eu le traité des Pyrénées qui a coupé la Catalogne, la Catalogne du Nord et la Catalogne du Sud, et donc qui a perdu le territoire. Euh, et c'est assez récent, enfin récent, 300 ans. Euh, et Algérie, c'est 1831, donc c'est encore moins récent. Oui, À un non, oui, moment oui, donné, mais tu vois, par exemple, l'Algérie est un sujet passionnant parce que l'Algérie, par la violence, est devenue indépendante, hein, alors, et c'était un pays pas conquis. seulement par la violence, la décision de donner l'indépendance, de rendre l'indépendance, même si l'Algérie n'était pas indépendante avant la France, elle était juste sous une autre souveraineté, mais peu importe. Mais c'est pas que par rapport à la guerre, c'est une décision qui est politique de Charles de Gaulle, certes dans un contexte de guerre d'Algérie, qui à ce Oui, moment-là part du principe, et c'est une décision qui est politique, que la France a plus intérêt à se séparer de l'Algérie en tant que département d'outre-mer, plutôt que de la garder. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire durer la guerre. Enfin, tu te doutes bien oui, qu'il. mais il y a un coût à ça aussi. Non, mais c'est pour ça que c'est un rapport de force. Oui, C'est oui, non, pas mais c'est là où l'Algérie, s'il faut, ne serait pas indépendante aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de violence, eh et bien, c'est là. mais justement, c'est discutable. Encore une fois, la décision qui a motivé Charles de Gaulle de donner son indépendance à l'Algérie, c'est davantage pour éviter que la France devienne colomber les deux mosquées, plutôt que la guerre. Parce que la guerre, s'il avait envie de la gagner, de la mater, etc., bon, bah voilà, l'armée française par rapport tu vois ce que je veux dire? Il y a Non, une mais décision qui oui, est mais plus politique qu'autre encore chose. une fois, je pense pas que j'ai pas tous les détails de la guerre d'Algérie, mais je pense pas que c'est un combat entre guillemets «facile». Parce que justement une énorme partie de la population, était contre, et le problème c'est Était pour garder l'Algérie. La oui, majorité, ils voulaient non, garder l'Algérie parce que c'était la puissance de la France, parce que c'était non, mais important je parle de la d'avoir. population algérienne. Ah oui, non, mais d'accord, mais enfin, moi, je te Oui, non, parle mais encore une fois non, d'une mais majorité. sauf qu'en fait, il y a un problème, c'est que en fait, même si tu continues une guerre qu'on peut considérer civile dans ce cas-là, hem et en fait, si tu continues et que tu la gagnes cette guerre, hein, en fait, tu es gagnant, mais tu es perdant en même temps. Parce qu'en fait, tu as un peuple qui te déteste, tu t'es débarrassé d'une partie de ce peuple Mais aussi. ça s'appelle Heu, la colonisation et ça a duré oui, pendant. Et voilà, sauf qu'en fait, ils aimaient pas les colonisateurs et on les gardait quand même, les colonies, parce que derrière, oui, sauf ça que nous assurait des avantages voilà. géopolitiques. Mais c'est ce que je dis. En fait, je pense qu'on dit la même chose. C'est-à-dire que c'est pas pareil quand, après la Seconde Guerre mondiale, on bat l'Allemagne et on récupère l'Alsace et la Lorraine. Là, il y a eu une guerre, on a remporté, donc il y a un territoire qu'on récupère ou qu'on aurait pu annexer. Après une guerre gagnée, tu annexes les territoires que tu as conquis. Ça, c'est classique, c'est l'art de la guerre. Et par contre, dans le cas d'une colonisation, décolonisation, volonté séparatiste ou nationalisme, là, c'est un rapport de force entre le mouvement qui souhaite reprendre son indépendance ou acquérir son indépendance et celui qui doit potentiellement le lui accorder. Et là, ça arrive en conflit avec le droit de préserver ses frontières. Parce que qui Mais dit que le mouvement indépendantiste n'est pas financé par l'étranger, qu'il est là pour déstabiliser le pays et tout? Là aussi, en fait, on en sait. oui, mais dans l'autre sens aussi, je veux dire. Dans l'autre Mais sens, oui, parce mais oui, moins. parce que justement la non-action, des pays voisins, même si, l'Espagne a reculé de pas mal de points dans le il y a je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un index de démocratie dans les mondes.
et tu peux gagner et perdre des points dépendant des décisions de l'État. Et en fait, il y a eu des attentes. Par exemple, Amnesty International s'est beaucoup exprimé dessus. Mais après, comme tu dis, justement parce que l'Espagne est un pays membre de l'UE, etc., et qu'il y a des relations géopolitiques, très peu des autres pays se sont exprimés à ce Oui, sujet. mais quand bien même, Mais ils sont pas souverains en Espagne. En Espagne, la souveraineté qui a été conquise, c'est celle de Madrid. C'est la souveraineté de l'Espagne. Et donc, c'est les Espagnols qui doivent décider, tu vois. Bah, encore une fois, moi, si je te dis ça, c'est parce que tu imagines la porte à laquelle ça ouvre. Si on ne demande non, pas mais au peuple français dans sa majorité de savoir est-ce qu'on va modifier les frontières de la France, c'est compliqué. Sinon, c'est la démocratie de la minorité, puisque par définition, la Catalogne, c'est une minorité en Espagne. Et encore une fois, non, mais des vérités pour moi, historiques. tu considères que les limites tracées par des humains, par quelques humains dans un bureau il y a des centaines d'années, importent plus que la détermination d'un peuple entier sur son autonomie. C'est intéressant comme question. Et en vérité, si tu es légaliste, bah, c'est le cas. C'est-à-dire que les frontières d'un État, Oui, mais soit elles ont été conquises, soit elles sont un fait constitutionnel. Et donc, pour le coup, bah, si tu veux modifier une frontière, bah, c'est comme si tu veux modifier une politique. Soit c'est un contexte de guerre. Et dans ce cas-là, bah, la Catalogne, ils ont qu'à faire la guerre avec l'Espagne. Et puis à la fin, celui qui gagne, eh ben, il récupère le territoire. Non, mais c'est cynique. non, Mais mais en fait, non, mais si, bah, en fait, tu vois. c'est ça là. En fait, c'est là où je pense, j'ai envie de dire la naïveté de du peuple catalan, et je dis ça d'une manière très gentille. C'est justement de vouloir tout vouloir faire de manière pacifiste. Oui, Euh, là, en fait, tu et vois, en fait, il y a ce problème justement, parce qu'en fait, les manifestations du 11 septembre en Catalogne réunissent plusieurs millions de personnes dans les rues pour justement l'indépendance, mais pas que, vu que c'est la fête nationale, ainsi de suite. Mais là, encore une fois, quand les 25 000 flics sont arrivés contre des millions de Catalans qui étaient sortis pour voter, les Catalans ne sont pas rebellés contre la police, hein. ouais. Ils ont tenu leur front, etc., mais ils n'ont pas été violents. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de blessés du côté des Catalans que du côté des flics. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a une limite, comme tu dis, parce qu'il y a des intérêts géopolitiques, financiers, peu importe, d'un pays, où il sera prêt à bafouer les droits individuels pour l'unité, pour la Normal, prospérité, peu importe. normal. Oui, sauf que, et c'est là où je dis, je pense qu'il y avait une forme de naïveté du peuple catalan qui pense qu'ils auraient pu y arriver sans. Et que, bah, résultat, on est dans la situation qu'on est aujourd'hui pour la Catalogne, mais que, on ne sait pas comment ce serait passé autrement, mais que, en tout cas, je, je pense, vu le nombre de personnes qu'il y avait, etc., et les forces déployées par l'Espagne, même si les forces déployées par l'Espagne étaient quand même colossales, on était allé, tu voyais des camions Non, mais d'eau, après, tu sais, c'est comme la Révolution française, c'est comme tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le peuple se soulève et fait tomber le régime, ou c'est arrivé d'ailleurs les printemps arabes, etc., enfin, les révoltes populaires, elles ont existé. Moi, de mon point absolument. de vue, elles font partie de l'histoire et elles sont par nature légitimes. Et à la fin, effectivement, soit c'est comme un coup d'État, tu vois, c'est pareil, ça fait partie de l'histoire. Et si à la fin, eh ben, le gagnant, entre guillemets, de ce mouvement, bah, il l'emporte. Et donc, si la Catalogne elle veut son indépendance, j'aime bien, moi, là. Je considère pas une révolution et un coup d'État à la même. Mais bah, moralement, peut-être, mais concrètement, c'est quoi? C'est un renversement de régime, soit par le peuple, si tu veux, soit par des généraux, un État étranger. Mais en fait, ça revient au même. C'est un mouvement par la force qui consiste à renverser un régime pour changer une situation
acté. Bon, Oui, sauf que l'une est par manque de démocratie dans la forme pure avec l'autodétermination des peuples, l'autre est par soif de pouvoir et non, mais intérêt je pense que personnel. tu mets de la morale parce que je pense qu'il y a autant de motifs. Mais il y a la démocratie est un concept Non, la moral. démocratie, c'est un mode de gouvernance. Voilà, c'est tout. C'est le pouvoir Non, du peuple par le peuple. c'est un idéal, c'est un Non, idéal moral après, qu'on essaie de se rapprocher le plus soit possible. on fait de la philosophie, soit on fait de la science politique. Après, c'est une autre, ça dépend de la discipline. Mais typiquement, la démocratie, déjà de base, elle n'est jamais pure et parfaite. C'est juste une ligne Non, oui, asymptotique absolument. qui va vers le pouvoir au peuple pour le peuple. Et il y a plein de types de démocratie différents. Donc, toi, quand on me dit, ouais, la République ou la démocratie, c'est des mots qui ont autant de sens que de mise en pratique. Mais en tout cas, et on finira sur le sujet, parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu d'autres sujets, même si en vrai, l'interview est par YOLO et j'adore ça. Donc, moi, ça me va très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il n'y a pas une décision divine qui dit ce peuple Non, a le droit. Donc, c'est forcément un rapport de force entre des forces en présence, soit des forces militaires, soit des forces réputationnelles, soit des forces géopolitiques, soit des forces économiques. Et puis, à la fin, il y a ce qu'il en est. Ce que je veux te dire, c'est que dans les commentaires, on a notre ami Yo qui nous dit c'est comme si tu demandes à ton geôlier c'est comme si ça revient à demander l'avis à ton geôlier pour sortir de ta prison. Et en fait, oui, mais par définition, si tu es en prison, tu vas pas demander à ton geôlier de t'accorder un droit de vote pour voter toi-même ta propre libération. Donc, le seul moyen pour non, t'échapper, sauf c'est de… sauf si justement cette prison décide de faire partie d'institutions des prisons qui disent oui, les prisonniers ont le droit de Mais s'exprimer oui, sauf que, à leur sujet. mais oui, sauf que, encore une fois, l'autodétermination des peuples, qui doit donner le droit à un peuple de se mettre d'accord pour être s'autodéterminer, eh bien, entre en conflit avec le droit de préserver ses frontières, etc. Donc, il n'y a pas une loi Voilà. divine qui dit que Non, n'importe quel peuple et, peut décider de son autodétermination s'il se met d'accord entre lui. Tu vois? et les pays ont cette logique de prioriser leurs lois à celles desquelles elles ont convenu à échelle Mais alors là, européenne pour le ou coup, j'aimerais mondiale. bien que la France le fasse un peu plus, hein, mais bon, c'est un autre sujet. Oui, c'est un sujet. Très Euh, bien. en tout cas, c'est passionnant et je savais qu'on allait parler un peu de Catalogne. Et tu sais que moi, déjà, je suis pas un expert de ce sujet-là, bien évidemment, mais j'essaye d'avoir une vision souvent euh, politique et historique, et surtout la vision des rapports de force. Et pas m'intéresser à tel peuple qui mérite légitimement, peut-être, j'en sais rien d'ailleurs, sa souveraineté, mais plutôt voilà, les rapports de force en présence. Qu'est-ce qui fait qu'on va soit leur accorder, soit qu'ils vont la conquérir eux-mêmes. Là, en l'occurrence, ils ont voulu qu'on la leur accorde par un droit, par un vote, etc. Et bien demain, effectivement, s'ils la veulent vraiment, bah, ils n'ont qu'à essayer de l'obtenir par eux-mêmes. Et dans ce cas-là, bah, tu Ben, arrives. c'est ce qu'ils ont fait, mais de manière non violente. Ouais, Parce mais que bon, c'est tu as bien les limites. compris, le Oui. rapport de force, ça marche pas les manifs, quoi, tu vois. En tout cas, dans ce cas-là, les enjeux sont suffisamment importants pour que tu aies besoin d'avoir recours à la force. Mais attention, hein, Ouais, et on non, n'appelle mais pas sur cette chaîne YouTube ou autres réseaux sociaux à l'insurrection. Attention, hein, je préfère préciser. Hein. trop tard, on est tous les deux fichés S, c'est fini. Bon, Non, passons un par petit contre, peu, tu vois, je vais passer très rapidement dessus. Là, tu parles de choses intéressantes, tu vois, les manifestations. Quand on voit l'évolution des manifestations ces dernières années et les violences policières et étatiques, et peu importe, qui se normalisent il y a eu des justement. violences de la part de certains policiers. Oui, et puis non, mais par exemple, les flashballs, et c'est un concept très moderne. Oui. Et tu le vois beaucoup dans des pays où si la manif, tu vois beaucoup dans des pays où les manifestations ne gênent pas l'autorité en place et celles où elles gênent. La France, par exemple, étant une où elles gênent. Les manifestations gênent Non, en mais ça France. dépend lesquels, hein. Tu prends la Oui, manif oui. tous, il n'y a eu aucun débordement. Encore une fois, ne tombons pas, si vous voulez, si tu veux bien, en disant voilà, les manifs ne sont pas toutes les mêmes, elles ne sont pas toutes Non, oui. organisées de la même manière, elles ne sont pas toutes infiltrées par les mêmes groupuscules, elles ne sont pas maîtrisées de la même manière. Et tu le vois, la plupart, l'immense majorité des manifs de droite se passent, même les manifs C'est normal, les flics sont dans. non, mais tu vois, elles se passent bien parce qu'elles sont bien organisées et qu'elles n'ont pas pour
objectif de casser ou de semer le chaos. Non, mais tu vois, là, tu pars dans l'autre sens. Toi, tu dis généralise dans un sens et toi, dans l'autre. Ah non, Il mais y a, en fait, actuellement, je prends les manifs de droite et les manifs de gauche. En général, c'est plutôt les manifs de gauche qui sont infiltrés par les Black Blocs, mais les qu'est-ce que tu Assad, définis, etc. qui qu'est-ce que tu finissent par définis comme une manif de gauche? par des revendications qui sont D'accord. portées, que ce sont des Mais, revendications plus sociales, ouais, qui mais sont par exemple, les gilets portées par la jaunes. gauche et l'extrême gauche, ça donne des mouvements violents. Quand c'est des manifs Les de droite, gilets jaunes. alors, les Gilets jaunes, c'est un mouvement intéressant, puisqu'au début, ça se passait bien. Et quand ça a été ensuite récupéré et infiltré par les Black Blocs, etc., c'est devenu Alors, en n'importe fait, quoi. Quand ils vont défoncer l'Arc de Triomphe, je suis désolé, ce n'est pas une manif de Gilets jaunes. Ça mais devient un mouvement pour moi, tu peux pas violent. décréditer une manifestation ou un mouvement social juste parce qu'il a été infiltré par un groupe. Non, mais C'est- personne ne le discrédite, c'est juste que non, factuellement, mais oui, non, mais parce qu'en fait, les Black Blocs ont existé depuis la nuit des temps et toute manifestation de taille en a eu. Euh, ouais, et en fait, il y a le mais ce n'est pas problème, c'est toutes les justement manifs. Non, c'est pas toutes les manifs. Il y a des manifs où il n'y a pas de Black Bloc. Pardon, il toutes y a les plein. manifs de taille. Bah, ok, manif pour tous. Je prends celle-là parce qu'elle est intéressante. C'était des millions de personnes qui étaient dans la rue. Euh, Pardon, mais il n'y a pas eu de Millions. débordement. Ouais, c'était puissant, hein. Mais c'est vrai qu'il y a moins de manifs de droite en nombre. Oui, et en quantité. Parce qu'en fait, c'est souvent des groupes comme la CGT, etc., qui vont aider à organiser ces manifestations, qui ont des tendances, comme tu dis, gauchistes. Mais ça, je fais même pas de politique, c'est Mais juste factuellement. oui, non, mais oui, bah, c'est un peu dur parce qu'en fait, résultat, tu dis que le progrès social est quelque chose qui est manifesté massivement par la gauche. Non, mais attends, Euh, on est mais, d'accord. Une non, mais manif, elle peut mal se terminer. Maintenant, tu oui, as un rapport de force entre le politique, la sécurité et les manifestants. oui. Pour arriver à la Mais fin par à contre, ce que considérer qu'une manifestation déborde ou est irrespectueuse et donc se doit d'être pénalisée violemment avec des répréhensions parce qu'il y a une minorité qui casse des choses, qui d'ailleurs a été prouvé aussi pour certaines fois avoir justement des secoueurs dans les manifestations pour, pour excuser un débordement et excuser donc euh, des représailles. Euh, mais en fait, le Black Bloc est un sujet passionnant à part entière, hein, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des casseurs qui sont là juste pour casser, qui trouvent ça fun et qui pillent aussi, et qui de toute façon ne sont pas soutenus par ces mouvements. Euh, c'est ça le problème en fait. Si les Black Blocs étaient ouvertement invités, faisaient partie, etc., faisaient partie des revendications, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en fait, c'est un on effet est, on est- secondaire on est d'un complètement regroupement de d'accord. beaucoup de monde. On est complètement d'accord. C'est eux qui gâchent la manifestation. Oui, Et mais oui, mais sauf qu'à un moment donné, les forces de sécurité, eux, leur objectif, c'est de mater les violences. Et donc, évidemment, tu as des dommages collatéraux. Et des dommages collatéraux, quand les personnes ne sont pas formées, quand les personnes sont mal formées, quand les équipements ne sont pas adaptés, etc., évidemment, ça mène à des drames comme des éborgnements, etc. Et ouais, là, mais j'arrive pas à comprendre comment tu arrives à raisonner l'utilisation de flashball. bah, en tout cas, sauf erreur de ma part, à l'époque, les flashballs faisaient partie de l'arsenal du maintien de l'ordre. Bon, Non, c'est depuis, très récent. C'est très, très, très récent. non, quand je te dis à l'époque, au moment des faits, au moment des Gilets jaunes, c'était le cas. Ah, ben Ça faisait partie de l'arsenal. Il y ça a été avait, rajouté à ce moment-là. non, je crois pas. D'ailleurs, pour Si, le coup, si, les en gens se fait, plaignaient qu'ils étaient formés au flashball seulement une fois par an ou un truc comme ça. Donc, ça faisait partie de l'arsenal. Mais peut-être ils n'avaient pas mais vécu pas en à l'époque. manif. En fait, c'est considéré comme une arme non létale, hein. Oui. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que justement, Et elle permet. je crois pas, pardon, hein, mais il faudrait voir, mais je suis pas sûr qu'à ce moment-là, les policiers ont décidé d'utiliser le flashball alors que c'était pas autorisé dans ce cas-là. Je crois que ça l'était, mais Non, effectivement, ça l'est devenu autorisé pendant. ah Je ouais, dis il pas que ça a faudrait été pas autorisé, vérifier c'est ça, devenu. parce Et que en pour fait, le coup, j'ai non, pas eu. parce qu'en fait, il y a un super documentaire là-dessus sur Arte pour ceux qui veulent. Mais en fait, c'est justement, en fait, il y a. Parce qu'en fait, le problème, et tu le vois, il y a des manifestations comme Extinction Rebellion, qui est un mouvement Ouais, ouais, assez fort, on va dire, bah oui. qui est d'ailleurs très présent au Royaume-Uni, que certains pourraient considérer comme extrême. Euh, et en fait, il y a très rarement de débordements.
Est-ce que certains d'entre eux Mais bloquent la souvent, route, se font peur, c'est des etc. mouvements, il y a pas beaucoup de monde, ils bloquent Ah des si, autoroutes, en France, il Extinction. y a c'est Non, beaucoup? non, Royaume-Uni, Ah, Royaume-Uni. moi, je te Extinction parle Rebellion, je connais pas bien, mais En France, je connais pas en les. France, Je pense c'est que groupusculaire, mais par contre, c'est des opérations très happening, très coup de poing, en fait, où ils vont oui. bloquer des autoroutes, et Et cetera. Et là, ouais. effectivement, il y a tu pas un effet de masse avec des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui fait qu'à un moment donné, bah, les forces de En police fait, sont non, dépassées. mais, non, mais en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est l'escalade des violences, en fait. Il y a, ça a été prouvé, en fait, il y a des stratégies de manifestation par donc, l'autorité en place et les forces de l'ordre, hein, qui sont faites pour sandwicher des manifestations, pour en fait faire un peu comme une cocotte minute, hein, où tu vas augmenter la pression, les gens vont se sentir entre guillemets oppressés, et en fait ça va générer les débordements qui vont autoriser et déclencher donc les rétaliations de la police. Et c'est là où, quand tu compares encore une fois Extinction Rébellion, qui peuvent parfois, certains d'entre eux, se montrer très agressifs ou disruptés, etc. Euh, En fait, les policiers sont très, au Royaume-Uni, sont très en recul. D'ailleurs, il y a pas de CRS, tant qu'il n'y en a pas besoin. Alors qu'en France, dès qu'une manif commence, il y a des CRS, tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, vu qu'il n'y a pas, entre guillemets, l'opposant, l'oppresseur en face qui te force dans des décisions, qui te contrôle et même te provoque, te fait changer de direction parfois, même si les tracés avaient été autorisés, ainsi de suite, hein. Euh, Ça fait que ces manifestations se passent beaucoup mieux. Oui, il y a des routes qui sont bloquées pendant 2 heures. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer de leur bureau parce que leur bâtiment a été peint en rouge, etc. Oui, mais il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas Mais de encore une blessés fois, graves, les mouvements, etc. je pense que tu peux pas comparer un mouvement avec un mouvement coup de poing, un mouvement un peu marketing, etc., avec ce qu'on a connu notamment en France à l'occasion des Gilets jaunes, ou même encore plus récemment à l'occasion du PSG, dans lequel tu as des hordes Alors, de le Parisien n'est personnes. pas une manifestation. C'est pas une manifestation, mais c'est un regroupement de personnes qui mènent à des Oui. actions violentes. Et donc, pour le coup, pour moi, pardon, hein, mais les pilleurs on va dire que les personnes qui viennent casser en fait du mobilier urbain, se battre frontalement contre les forces de l'ordre, etc., tu retrouvais des comportements similaires à l'intérieur des manifestations, des Gilets Les jaunes, Black Blocs. les Black Blocs. Et Oui. donc, pour le coup, alors juste quand même, j'ai vérifié hein, quand même, parce qu'il faut quand même fact-checker l'émission, hein, c'est important. Hein, les flashballs étaient autorisés, effectivement, il n'y a aucun problème pendant Oui. les gilets jaunes, simplement Mais dans un pas avant. proportionné et en cas de danger grave. En Voilà. l'occurrence, En lorsque cas de tu danger as... grave. Non mais, encore une fois, tu n'es pas policier. Tu n'es pas Non, en pleine non. manifestation dans lequel Oui. tu as des dizaines ou des centaines de personnes, pour beaucoup cagoulées, armées de mobilier urbain et d'armes par destination. Effectivement, à ce moment-là, tu n'es pas dans cette situation et moi non plus. Et donc, Non, l'appréciation, et je pense que ça aussi, c'est intéressant. Parce que, comme tu dis, il y a un rapport de force. laisse-moi finir. L'appréciation du danger immédiat, c'est pas toi. C'est à ce Non, moment-là le policier, voir sa hiérarchie, et ensuite les tribunaux. Dire effectivement, est-ce que c'était proportionné, est-ce que ça l'était pas de façon individuelle. Mais dire effectivement qu'ils ont utilisé les flashballs alors qu'en manif c'était interdit, c'est pas vrai. non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ça a commencé à être autorisé Et pendant non, les Gilets jaunes. ça l'était factuellement. Est-ce que tu veux que je te retrouve l'article R434-18 et le code de déontologie? Il n'a pas cet article-là, il n'a pas été voté au moment des Gilets jaunes. Simplement, il a été En tout cas, ensuite. les CRS et les flics n'étaient pas armés de alors, euh, en fait, que ça a été autorisé pour des cas particuliers, encore une fois, en fait, c'était d'ailleurs pas pour les flashballs, n'a pas été inventé pour les manifestations. Évidemment. Et en fait, donc, Ça fait partie de ça faisait, l'arsenal d'armes ça non fait, létales que voilà, tu utilises quand tu as un danger immédiat. Et voilà. à partir du moment où, pendant ces manifestations, il y avait des débordements qui menaient, selon les policiers, moi je ne suis pas policier, j'en sais rien, Oui, oui, non, mais à un danger immédiat, sauf ils que utilisaient ils en l'arsenal étaient, en la voilà. matière. Donc, Des grenades de ça, désencerclement, des flashballs, etc. Franchement, non, mais en fait, non, mais je pense que c'est quand même une notion importante, c'est qu'en fait, c'est les policiers et les CRS n'étaient pas armés de flashballs de manière fréquente, ou même presque jamais, pendant les manifestations,
Parce que jusqu'à… peut-être qu'elles n'avaient pas le niveau ou la violence de celle des les gilets jaunes. Le mouvement, il était quand même pas enfin, il était quand même assez exceptionnel. À l'époque, quand Oui, ils se regroupaient sur les ronds-points, on n'allait pas leur tirer des balles de gilets jaunes dans la gueule. On a commencé à le faire quand les manifestations ont commencé à devenir très violentes. Et donc, je, en je, réponse, je alors, suis, est-ce je que la suis, réponse elle était proportionnée, etc. Sans doute pas, tu vois, c'est jamais fou, évidemment, d'éborgner quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais en tout état de cause, bah, il y a eu à ce moment-là, en situation d'urgence, une réaction. Et ensuite, c'est les tribunaux qui décident est-ce qu'effectivement c'était bien, c'était pas bien. Mais il y a pas… Oui, non, en fait, on va parler de tribunal dans une seconde. Mais est-ce que c'est pas curieux justement que dans les blessés, il y en ait tellement plus du côté du peuple que du côté Non, alors des forces de l'ordre? les forces de police te répondent à ça. Et encore une fois, moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas un expert en la matière. Mais en gros, les forces de police disent que non, parce qu'en fait, les vrais casseurs, ceux-là, sont très bien organisés. C'est-à-dire qu'ils font des poussées, ensuite ils reculent. Et en fait, par cela, Bah, les flics font pareil. ils sont moins appréhendés. Oui, non, mais eux, ils ont le droit, les flics, d'accord. Tu vas pas Ah, comparer non, mais un ils ont le policier droit, bah, et ils ont le un droit de mec qui est là manifester. pour jeter des cocktails Molotov sur les policiers. Donc, en tout cas, les Black Blocs sont tellement bien organisés qu'il est très difficile de les appréhender parce qu'ils sont très organisés. Alors que les manifestants lambda, les mecs comme toi et moi, tu vois, on est là juste pour dire ouais, le gasoil c'est trop cher. Bah, nous, en fait, on n'est pas aussi organisé. Donc forcément, bah, on prend plus vite un flashball dans la tête, on se fait plus vite appréhender par la police alors qu'on n'a rien fait, entre guillemets, parce que les vrais gars qui foutent Mais la merde, c'est un problème, ça, et je ne justement. dis Ce pas que que tu ce n'est pas décris un est un problème. problème. Tu me dis, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, parce que c'est ce que je veux dire. La raison évoquée, c'est celle-ci. Bon, après, Mais effectivement, parlons donc sur les représailles et les jugements, et cetera, suite à des manifestations. Je veux dire, quand on voit qu'il y a des politiciens haut placés qui essaient de faire passer des lois pour qu'on ne puisse plus filmer des agents policiers pour les diffuser oui, sur les réseaux ou pour les… oui. On voit qu'en fait, il y a une forme de protection pour ne pas et de dédouanement pour ne pas En fait, avoir à… le problème, c'est que factuellement, alors ce que tu dis, évidemment, en matière de liberté individuelle, on doit pouvoir filmer dans la rue, etc. Il n'y a pas de problème, ok. Mais en face, tu as la réalité des policiers, d'accord, dont les vidéos en question étaient diffusées de façon virale et massive sur les réseaux sociaux, avec des menaces, avec des représailles, notamment sur la famille, etc. Et donc là aussi, et ça c'est factuel, et donc là aussi, tu as un rapport de force, là qui est juridique, entre la protection de la vie privée et la protection des forces de l'ordre, dont les enfants ne peuvent même pas dire à l'école qu'ils sont policiers, qui se font agresser parfois en civil, etc. Et à côté, les libertés individuelles, qui est celle de pouvoir filmer qui on veut dans la rue. Ce rapport de force juridique, il est intéressant. Et moi, tu vois, Mais pour le coup, je pense que c'est un débat qu'on peut avoir sans dire il est complètement vérolé par l'extrême droite qui veut un pouvoir policier. Tu vois, non, j'essaie de trouver un petit et juste surtout, en milieu, fait, tu vois. pour moi, c'est… Alors, l'identification, le doxing d'un policier est une chose, mais la réalité, c'est que, et c'est pour ça que ça existe, les flics ont un identifiant Oui. qui est seulement interne. Toi, tu ne peux pas aller googler cet identifiant, etc. Et justement, pendant des manifestations, etc., les CRS ne sont pas reconnaissables. Oui, non, mais Tu on peux est pas d'accord. reconnaître un CRS. Et en fait, c'est par leur bouclier et Pas les leur CRS, là, truc. c'est les policiers, pour le coup, qui posaient plus de. Qui Oui, mais faisaient des miracles, les tu vois. CRS en sont inclus parce ils font partie de la police. C'est justement un des grands soucis. Oui, mais Ah, ils sont pas, eux, ils sont pour souvent reconnaissables, après ou pendant ou après la manif. Mais après, le RIO, c'est un vrai sujet, on est d'accord. Évidemment que normalement, dans la loi, ils doivent pouvoir le montrer, le donner à la personne. C'est la loi. Il y en a plein qui le font pas. Ok, c'est vrai, voilà, c'est et donc factuel. filmer filmer est le dernier rempart contre ça. Je comprends. Mais en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, Bref, c'est un on sujet. a gros Non, mais départ c'est de bien, sujet, moi je mais trouve ça très ouais, bien non, ce que tu as dit aussi. On a parlé de que dalle au niveau blockchain, traçabilité, tout ça. mais si tout ça a un lien Ah indirectement. ouais? Bon, alors justement, vous faites quoi? Il nous reste, allez, on va se donner encore 14 minutes, puisqu'à midi, j'ai Jonathan qui va venir. J'ai prévenu Jonathan que l'interviewer durait un petit peu, hein. Exactement, le On va temps. parler un peu de traçabilité. Il y a un sujet que j'aimerais voir avec toi. D'abord, bon, Gopa, en 2 mots, vous faites quoi? Et puis après, surtout, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une traçabilité sur la blockchain? C'est la vraie Mmh, question que j'aimerais non qu'on mais ouais. finisse par ça.
Donc, rapidement, qu'est-ce que GAPA? Donc, GAPA, nous, on fait du développement. Notre solution principale est une solution de traçabilité. Un des constats qu'on a fait, on s'est rendu compte un peu tard, c'est qu'en fait, les, toutes les pièces nécessaires pour faire un puzzle de traçabilité qui soit suffisamment efficace et de confiance euh, sont conséquentes. Et donc, on a décidé de le faire par étapes plutôt que d'essayer de sortir quelque chose entier et mal foutu, comme beaucoup d'autres acteurs ont essayé. On le prend pièce par pièce. Donc, et une de ces pièces-là, c'est donc justement Gaopa Login pour abstraire complètement l'utilisation de la chaîne pour des entreprises, mais aussi des consommateurs, pour avoir les avantages de la technologie sans avoir besoin de savoir ce qu'est une seed phrase, des gas fees, etc. Ouais, non, mais ça, aucun doute, hein. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Et Ne donc, laisse pas distraire par les commentaires parce que ouais, 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 celui-ci, je il vais est terrible, hein. évidemment pas Je l'adore, mais il est l'accepter. terrible. Donc, celles et ceux qui nous écoutent comprendront pas. Ouais, ouais. Ne te laisse pas Donc, distraire par ce trublion des commentaires. euh, et donc, en fait, pour nous, la traçabilité est très importante. C'est une des raisons pour laquelle on a commencé Grappa Labs. Et c'est aussi ce que je me suis rendu compte, en fait, à travers mon travail, comme je disais, de pâtissier et puis dans les supermarchés, etc. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font et qui n'arrivent pas à communiquer sur leur passion et qui, en fait, se voient prendre les parts de marché par les grands acteurs. Je prends l'exemple de Starbucks, c'est dans le monde du café. Starbucks, c'est d'une malhonnêteté incroyable sur beaucoup de choses, hein. Et par exemple, ils avaient un acteur tiers qui s'occupait de vérifier donc que les cueilleurs de café et leurs fournisseurs, etc., étaient corrects, respectaient Fair donc trade, les tout ça, chartes, quoi. ouais, ainsi de suite, hein. Euh, et en fait, ils ont décidé de le remplacer par un autre acteur qui, en fait, est une filiale d'eux. Donc, en fait, ils s'approuvent eux-mêmes. Et en fait, le problème, c'est que tu as des entreprises comme Starbucks ou même Innocent qui est détenu par Coca-Cola, etc., qui vont faire du marketing, ils vont utiliser les termes de éco-responsable, fair trade, etc., qui en fait vont venir diluer de toute substance ces mots. Parce qu'en fait, ils ne veulent plus rien dire. Et c'est même le problème, on ne fait même plus confiance au label de nos jours à cause de ça. Et donc, ces petits acteurs ne savent plus se différencier. On voit d'ailleurs une grande évolution de ces acteurs où euh, beaucoup des entreprises, des petites et moyennes entreprises aujourd'hui deviennent connues à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok et Instagram, parce qu'ils arrivent à montrer leur processus de création, montrer leur passion, ainsi de ça, dans leur contenu. Mais évidemment, ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un talent, c'est du marketing. Euh, donc nous, en fait, notre volonté, c'est vraiment de redonner de la force à ces petits acteurs, surtout qu'il y a des nouvelles lois qui arrivent qui vont forcer encore plus de traçabilité, qui va être très compliqué pour ces petits acteurs. Et en fait, encore une fois, c'est là où on se rejoint parfois, Jérém, sur l'ère de trop réguler. C'est qu'en fait, réguler, c'est créer des nouvelles contraintes que des grandes entreprises vont réussir à contourner ou réussir facilement à moindre coût parce qu'ils ont des départements d'R&D, etc., ou des petits acteurs vont se faire trucider parce qu'en fait, ils n'auront pas les moyens techniques ni financiers pour se mettre à la page. Et c'est ça qu'en fait, moi je me considère écologiste et je me considère vouloir ce genre de progrès, en fait, je me rends compte des conséquences qu'elles ont parce qu'elles ne sont pas suffisamment réfléchies et pas assez accompagnées pour les acteurs en question. Et que les acteurs qu'on est censé sauver, en fait, on finit par les enterrer vivants sous de la régulation. Voilà, c'était mon moment de plainte. Ah, mais c'est intéressant. Et évidemment, sur ce point-là, je te rejoins évidemment. Après, moi, je pense quand même que alors c'est bien de mettre à disposition des outils qui permettent aux entreprises de mettre en avant la qualité de leurs produits. En deux mots, hein, c'est un peu ça. Ouais. Mais en fait, je pense que le mouvement, il doit venir du bas. La plupart des grandes avancées en matière de sanité, de qualité des produits, etc., soit elles viennent du politique. Là, on a par exemple le nouveau ministère de la Santé qui a interdit une centaine de colorants dans l'alimentation américaine, etc. Alors, je ne suis pas un connaisseur et
Je sais que Kennedy fait beaucoup polémique et donc peut-être qu'en parallèle, il a fait… Oui. Bon, mais en tout cas, sauf erreur de ma Il a part… certaines bonnes idées, mais certaines d'autres sont pas. Parce qu'en fait, il n'est pas médecin, il n'est pas. Enfin, en tout cas, pour le coup, il a des positions très polémiques, notamment sur le Oui, Covid, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est de la santé agroalimentaire, je crois savoir qu'il a fait voter un truc qui est plutôt pas mal, notamment la suppression de beaucoup de colorants ouais, artificiels, etc. Bon, mais peu importe. Mon mais sujet, oui, c'est pas ça. C'est que non, soit ça vient du politique, et dans ce cas-là, il faut voter pour les politiques qui proposent justement ce type de choses, soit ça doit venir du consommateur. Et de ce point de vue-là, on a là aussi un rapport de force entre le porte-monnaie, la connaissance et le bien manger, le bien s'alimenter, etc. Et donc, moi, je suis pour que l'information soit transparente, etc. Et ça, il faut peut-être forcer les acteurs à le faire. Mais à côté de ça, il faut aussi, je crois, une volonté du consommateur à ne plus acheter certains produits, à en acheter d'autres. Et ça vient absolument. sans doute de Mais l'éducation, de l'information, etc., quoi. ouais, et c'est là en fait, il y a des points intéressants. Comme je disais plus tôt, avec les réseaux sociaux, etc., on voit des gens qui sont capables d'acheter une boîte de brownie 15 balles parce qu'ils le voient sur Instagram. Ils ont ce rapport, qu'on appelle ça déjà? Bah là, c'est Bref, hein. vraiment un effet de mode ou un effet d'ostentation. Tu l'achètes parce que c'est le truc du moment. Oui, Tu oui, veux, mais ou tu alors as tu veux aussi un flatter ton rapport ego. parasocial avec. Oui, mais tu veux Tu sais flatter que tu ton soutiens. ego parce que tu vas le montrer sur Oui, oui, Instagram pour mais oui, montrer une image de toi qui est positive. ouais. Mais en fait, quand tu fais une donation, quand tu fais une donation X ou Y, indirectement, en fait, elle est aussi pour flatter ton ego et elle est Mais est-ce que tu vas indirectement faire un égoïste. post Insta pour dire tiens, je viens de donner 10 balles pour la lutte contre le cancer, alors que quand tu vas acheter un brownie écolo et que tu vas le mettre sur Insta, est-ce que tu te dis pas que les 15 balles, de toute façon, je vais être rentabilisé par les vues que je vais faire? Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, et Mais ça, c'est la liberté de chaque acteur économique, c'est de faire ce qu'il a envie. Mais par contre, il faut un consentement, j'allais dire, éclairé et une information éclairée. Et là où je te rejoins complètement, et c'est pour ça que je trouve que l'idée est intéressante, je ne sais pas si elle est applicable et si un jour elle verra le jour, c'est le rapport de force. Non, mais c'est vrai, le rapport de force entre ces industriels qui sont multimilliardaires, avec derrière la force des lobbies, etc., on le sait très bien au niveau politique, et des acteurs plus éthiques, entre guillemets, qui vont, qui vont essayer de prendre le contre-pied de ça pour que le consommateur soit véritablement informé. C'est une ouais, guerre non, qui est mais quasiment asymétrique. et mais plus que ça, en fait, il y a un autre souci assez récent, c'est justement le pouvoir d'achat. En fait, tu peux faire des décisions, idéologiques, si tu en as les moyens. Si tu en as pas les moyens, tu les fais pas. Même si tu les soutiens Ouais, et que ça tu coûte cher aimerais, il y a une réalité financière. d'être vegan ou d'être écolo. C'est la vérité. Abs Mais ouais, après, il y a aussi un modèle de société, et ça, tu me contrediras oui, pas là-dessus. On mange beaucoup trop. Et donc, il y a aussi, on s'habitue à manger en quantité, alors qu'en fait, on pourrait largement se suffire de moins et de mieux. Donc, tu vois, c'est même ouais, pas tant une question de pouvoir d'achat. Moi, je ne mange absolument aucun produit transformé, en tout cas, vraiment dans la limite vraiment la plus minimum. J'achète que des produits, j'allais dire, purs. Et après, je les cuisine, tu vois. Mais j'évite de prendre tous les plats préparés ou tous les gâteaux, les trucs et tout. J'évite au maximum. Ça ne me coûte pas plus cher. Au non, contraire, mais ça te coûte du temps. ça me prend un peu de temps. Et donc, Et effectivement, je veux dire, en fait, je veux dire, nous, on est dans une situation entre guillemets de luxe quand il s'agit bien de sûr, on notre est temps, d'accord. parce qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas, je veux dire, enfin que je sache. Euh, et donc en fait, ça c'est un luxe qu'on a, cette possibilité justement de pouvoir cuisiner nos propres plats. Et comme tu dis, et après il y a aussi une question d'économie d'échelle, euh, même pour les particuliers. Se faire cuisiner pour soi-même tout seul et se faire cuisiner pour entre 2 et 5 personnes, enfin plus, mieux c'est très différent. C'est d'ailleurs justement, ça a été assez étudié. Euh, Être célibataire et vivre seul est extrêmement cher en niveau justement d'acheter des matières premières, etc. Et donc en fait, quelqu'un de célibataire et vivant seul a presque intérêt d'un point de vue économique, hein, à acheter du déjà fait. Et ça, c'est une triste Oui, réalité. alors, parce que c'est ça, Euh, en fait, quand tu achètes en gros, ça te coûte moins cher que quand tu voilà. achètes à l'individuel. Donc, non, non, mais je comprends, effectivement, tu as raison. Bon, en tout cas, pour revenir à Gopa, il nous reste quelques minutes. Euh,
C'est quoi, vous en êtes où aujourd'hui et c'est quoi les plus gros challenges que vous rencontrez en Europe? Parce que la boîte est basée, je crois, en Suède, en En Norvège. Norvège et en France. Je me trompe tout le temps. Donc oui, non, on a une entreprise en Norvège, une entreprise en France. Donc il y a eu un moment, parce qu'on n'a pas, on n'a pas fait on n'a pas lancé notre token encore. Et en fait, il y a des avancées technologiques qui ont eu lieu ces dernières années, qui nous ont aussi fait changer un peu comment on voit les choses. On a réfléchi par exemple parce qu'en fait, on a besoin de stocker énormément d'informations, donc on ne peut pas le stocker sur. Pas compris, tu as parlé trop vite. On a besoin de stocker beaucoup d'informations. Et donc, on ne peut pas se permettre de les stocker sur une chaîne lambda. On a besoin de notre propre chaîne qui se connecte donc à notre chaîne pour justement stocker l'information. Plus tout ce qui est GDPR, etc. Et encryption, zero knowledge, etc. Il y a pas mal d'avancées technologiques en fait, qui nous aident, mais qui évidemment nous font revoir certaines logiques. Et comme on disait, en fait, on se concentre sur lancer des produits. Par exemple, une des grandes volontés du réseau GAPA, c'est que les acteurs qui en fassent partie puissent avoir des systèmes de fidélité pour justement incentiviser les utilisateurs à les découvrir. Un peu comme on a, je ne sais plus comment on s'appelle ça sur Paris, mais il y a pas mal de trucs où on voit les restos avec des réductions, etc. Créer un système pareil, mais vraiment en focus sur les acteurs qui donc font des efforts de qualité, d'écologie, etc. Et donc avoir un système de fidélité à travers ces acteurs. Et donc en fait, on est en train de coder ça, on code GAPA Logins, et en fait, on va lancer ces produits comme des produits indépendants. Comme ça, les acteurs vont pouvoir commencer à utiliser ces solutions, et puis ensuite l'englober dans un produit général, plutôt que d'attendre que tout soit prêt et lancer un grand produit. Et en fait, ça nous permet déjà de nous intégrer peu à peu dans le marché, pour ensuite avoir déjà. Et là, votre stratégie, votre go-to-market, c'est quoi? C'est d'onboarder des clients qui vont proposer des systèmes d'incentive et qui vont attirer des utilisateurs. Et après, plus vous aurez d'utilisateurs, plus ce sera facile de faire rentrer des clients. C'est comme ça, hein? Ouais, c'est l'effet boule de neige. Qui est d'ailleurs très dur. La friction des premiers acteurs c'est horrible parce que le premier qui arrive et met en place un système, mais il a quasiment aucun utilisateur en face au début. Donc, voilà. C'est lui qui essuie les plâtres du système. Et c'est pour ça que les premiers acteurs ont tendance à être gratuits. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, toi, pendant ce temps-là, t'es pauvre, en fait. Oui. N'essayez pas de me kidnapper, j'ai que dalle. Allez finir là-dessus. On a encore eu malheureusement une histoire de kidnapping dans la maison Alfort là, qui a été annoncée tout à l'heure en région parisienne. Et donc, c'est pour ça que c'est important de dire aux gens on est pauvre. Oui, on est sur Multiversix. Ouais, non. Ce n'est pas ma maison. Je préfère le dire à tout le monde. Mon mur ressemble à peu près à ça, par contre. Ouais. Joachim, merci. Grand plaisir, dans l'émission. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et pourtant je suis quand même content. On va te souhaiter plein de belles choses pour la suite. Nous, on se retrouve dans les émissions en tant que chroniqueur, bien sûr. Et puis, tu reviendras dans l'émission pour le lancement de GopaLab en 2030. Alors non, 2029, on a réussi à avancer d'un an. Ah. Eh oui. Je vois que Ionesco te lance dans la cage, dans le... Je ne vais pas partager ce commentaire à tout le monde. Bien, Joachim, à très bientôt. Prends soin de toi. Et puis, on se dit à très vite. À bientôt. Ciao.